Il est convoqué dans un autre monde pour la deuxième fois et redevient le magicien le plus puissant. Yuki est un simple étudiant profitant de sa journée d'école ennuyeuse lorsque son ami Yui lui a demandé ce qu'il regardait. Il essaie de lui rappeler qu'elle ne devrait pas interagir avec lui, car les gens vont lancer des rumeurs ennuyeuses à leur sujet. Mais elle s'en fiche, ce sont simplement des amis d'enfance. Elle remarque comment il a laissé pousser ses cheveux et lui demande s'il veut qu'elle les coupe à nouveau. Yuki s'ouvre enfin un peu plus et lui sourit, lui permettant de le faire et affirmant qu'elle ne change pas. Elle lui sourit, heureuse qu'il l'ait accepté, et lui dit qu'ils seront toujours amis. Yuki regarde alors dehors et réfléchit à la façon dont l'autre monde va. Au même moment, tout le monde voit les fenêtres s'assombrir et un cercle damnés apparaît sur le sol de la classe. Tout le monde commence à paniquer, sauf Yuki, qui semble comprendre ce qui se passe. Quelques secondes plus tard, tous les élèves de sa classe ouvrent les yeux et voient qu'ils sont dans un désert. Yuki regarde autour de lui et devient assez excité parce qu'il sait où il est. Yui veut le savoir, mais l'attention de tout le monde se tourne vers un bruit à proximité. Soudain, les étudiants voient des soldats Chemtech marcher dans leur direction. Ils accélèrent le rythme, faisant fuir les étudiants en raison de leur panique. Sauf pour Yuki, qui se tient là parce qu'il connaît déjà le pouvoir magique. Ne voulant pas voir son ami d'enfance se blesser, Yui s'accroche rapidement à Yuki. Au même moment, l'un des soldats tente de les écraser. Yuki n'utilise qu'un seul doigt pour le vaincre, et les deux commencent à s'enfuir. Alors qu'il avance, il voit des fantassins courir dans leur direction pour lutter contre les premiers, qu'il appelle des démons. Les étudiants regardent les deux groupes se battre, mais Yuki pense que la guerre devrait déjà être terminée. Après avoir regardé à nouveau les démons, Yuki commence à ressentir une douleur dans sa poitrine et se rend compte qu'il a été maudit plus tôt. Une fille à cheval apparaît et dit aux étudiants de se retirer en sécurité pendant que les chevaliers royaux les protègent. Mais Yuki semble déjà savoir qui est cette fille. Elle et les soldats restants s'engagent dans une bataille contre la horde de démons, utilisant l'art de l'épée et la magie. Yui est extrêmement surpris de voir à quel point ils ont l'air forts malgré leur apparence si jeune. Yuki ne semble pas surpris par cela, au contraire, il a l'air d'être fier. Les deux commencent alors à battre en retraite, profitant de cette protection. Après avoir été emmenés au château, le roi de Distinia et sa fille Margaret remercient les héros d'être venus les aider. Il explique que leur royaume est envahi par des démons, et tout comme il y a 5 ans, un groupe de héros a été convoqué dans leur monde. Mais les étudiants étaient confus et incapables de saisir la situation. Margaret explique en profondeur qu'il y a 5 ans, un héros a été convoqué dans leur monde et il a vaincu les démons et leur a apporté la paix. Mais soudain, ce même héros a mystérieusement disparu. Le roi a demandé d'urgence aux héros de mettre fin à la guerre en cours entre les démons et les bêtes, implorant leur aide. Chaque élève a été forcé d'apprendre et de s'entraîner à l'épée avec Glin et à la magie avec Elka. Cependant, Yuki avait l'intention de se dérober à tout le travail acharné et de simplement profiter de la balade. Elka a remarqué que Yuki se relâchait pendant l'entraînement et l'a appelé. Elle loue d'abord son sang-froid dans ce monde étrange, mais mentionne ensuite que son égoïsme va de pair avec l'ancien héros. Elle lui a dit de reprendre l'entraînement, mais il s'est simplement moqué d'elle. Elle a décidé de lui donner une leçon, mais il finit simplement par la gifler après avoir esquivé son attaque. Lorsqu'elle sentit ses mains la frapper, son cœur rata un battement. Yuki est l'ancien héros. Elle a su que c'était lui dès la façon dont il la traitait. Elle ne pouvait s'empêcher d'exprimer à quel point elle se sentait seule après son départ. Yuki s'est excusé et l'a rassuré qu'il était de retour pour de bon. Alors qu'il l'utilisait comme chaise, Glin apparaît sans aucune idée de ce qui se passe. Mais il le renseigne et il se rend compte qu'Elka n'agirait pas comme ça si cette personne n'était pas l'ancien héros. Ils vont rapidement prévenir leur autre camarade Théa, mais elle n'est pas surprise. Mais elle le savait déjà, elle sentait le pouvoir magique de Yuki malgré sa nouvelle apparence. Yuki mentionne alors qu'il a promis une fois qu'il serait de retour, et maintenant il l'a accompli. Ses 3 compagnons sont d'abord surpris mais l'accueillent ensuite à la maison avec un sourire chaleureux sur leur visage. Yuki pense alors qu'il aurait pu mourir pendant le temps qu'il était dans l'autre monde, et change rapidement d'expression. Il se demandait pourquoi les démons attaquaient à nouveau. Le groupe lit rapidement son esprit et révèle qu'ils ont des questions à lui poser. Ils lui demandent comment il a réussi à revenir dans ce monde et pourquoi il ressemble à une autre personne. Ils expliquent que de leur point de vue, il a tout simplement disparu après sa dernière bataille. Mais Yuki ne comprend toujours pas pourquoi il a été renvoyé dans son monde. Selon lui, ils se battaient contre leurs propres compagnons, Thomas, tous deux subissant des coups et des blessures. Mais lorsque Yuki a réussi à frapper l'épaule de Thomas, une boule magique a commencé à se développer lentement et il renaît dans son monde d'origine. Il a gardé tous ses souvenirs et son pouvoir magique et a été convoqué une fois de plus dans ce monde. Théa ne comprend pas non plus comment cela s'est passé et Elka mentionne ce que la princesse a dit précédemment.
Cette dernière convocation n'est pas un hasard. Mais Yuki ne veut pas s'en soucier pour le moment. Il veut savoir ce qui est arrivé à Thomas après avoir reçu son dernier coup. Il mentionne que si Thomas est toujours en vie, c'est probablement lui qui est à l'origine de la récente invasion de démons. Théa demande si les démons sont contrôlés par une malédiction, le pouvoir de Thomas. Et Yuki le confirme, mentionnant le pouvoir magique qu'il a ressenti du démon il y a quelques jours. Donc, la seule explication est que Thomas est derrière tout. Elka explique, ils ont également cherché Thomas comme ils l'ont fait pour Yuki mais ils n'ont rien trouvé non plus. Mais maintenant qu'ils savent que Yuki est en vie, ils croient aussi que Thomas l'est. Un soldat les interrompt à la hâte, affirmant que le roi a demandé Glin en urgence. Alors que Glin part, Yuki mentionne que son compagnon travaille dur et Elka mentionne que Yuki est celui qui aurait initialement obtenu ce travail. Mais Yuki ne voulait pas cela, son plan était simplement de voyager à travers le monde après la bataille finale, mais s'est retrouvé dans cette situation. Tout en regardant le paysage, Yuki commence à demander ce que prévoit Thomas. À l'intérieur du château, le roi se plaint qu'il n'aurait jamais dû accepter un traité de paix il y a 5 ans et décide de déclarer une guerre totale contre les démons. Mais Glin essaie de le retarder car leur émissaire n'est pas revenu avec la nouvelle après avoir été envoyé sur le continent démoniaque. La princesse n'est pas d'accord avec lui, mentionnant que ce sont les démons qui les ont envahis. Et les héros convoqués en même temps sont plus que la preuve que la guerre est censée être. Le roi y revient encore, mentionnant qu'il n'aurait jamais dû croire l'ancien héros pour conclure un traité de paix. Et mentionne en outre que s'il a disparu, cela signifie seulement qu'ils ont pris la mauvaise décision. Dans les terrains d'entraînement, Yui pratique des sorts magiques, car il semble qu'elle ait un talent naturel pour cela. Yuki se rapproche en la félicitant et en mentionnant qu'elle est talentueuse. Elle le remercie, mais il remarque rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Il demande ce qui ne va pas et elle demande si elle s'entraîne à blesser les gens. Et pourquoi quelqu'un devrait même aller à la guerre? Yuki connaît la vérité et ne sait pas comment y répondre, car cela pourrait la blesser. Mais malgré ce sentiment, elle récupère rapidement et dit qu'elle utilisera son talent pour la magie pour le protéger. Plus tard dans la nuit, les compagnons de Yuki l'approchent pour lui révéler les plans du roi pour déclencher la guerre. Glin a réussi à gagner du temps, mentionnant que les héros mouraient lors de la première vague et avaient besoin de plus d'entraînement. Mais Yuki a déjà pris sa décision. Il sortira et arrêtera à nouveau la guerre par lui-même. Il croit que cette guerre n'est qu'une chose stupide que Thomas est en train de créer et c'est lui qui doit l'arrêter. Les trois lui sourient et commencent à exprimer leur désir de l'accompagner dans leurs anciennes aventures. Mais Yuki refuse, il doit y aller seul. De plus, ils ne peuvent pas quitter le château et les élèves par eux-mêmes. Il mentionne également que si Thomas est celui qui incite à la guerre, alors quelqu'un doit rester dans le château car il l'attaquera à coup sûr. Et c'est plus qu'une raison suffisante pour eux de rester et d'aider le royaume. Mais avant de partir, Yuki a besoin d'une chose, son arme. Le groupe utilise la magie de l'invisibilité pour se faufiler dans la salle de stockage du château. Elka va de l'avant pour assommer les gardes, et le groupe mentionne le bon vieux temps où elle allait toujours devant lors de leurs explorations de donjons. Elle commence alors à crocheter la pièce, mais Yui remarque quelque chose d'étrange et les voit entrer. À l'intérieur, Yuki voit une énorme épée noire, qu'il appelle Kuromaru. Cependant, les gardes ont réussi à trouver le garde qu'Elka a battu et ils ont commencé à chercher les intrus dans tout le château. Théa et Glin feront tout pour retarder la situation, permettant à Yuki et Elka de quitter le château. Après avoir finalement traversé les murs du château, Elka lui dit que les trois feront tout pour retarder le roi de commencer la guerre, en espérant que cela donnera à Yuki suffisamment de temps pour arrêter Thomas et l'invasion démoniaque. Mais dans le même temps, Yui, qui a vu Yuki entrer dans la salle de stockage, a réussi à le suivre. Elle se précipite dans ses bras, demandant pourquoi et où va-t-il. Il décide de révéler la vérité, expliquant que c'est la deuxième fois qu'il est convoqué dans ce monde, et qu'il a besoin de rencontrer quelqu'un pour arrêter cette guerre. Les yeux de Yui sont pleins de larmes, et elle demande à venir avec lui, promettant qu'elle sera utile. Mais Yuki ne peut pas lui permettre de se faire mal, c'est trop dangereux pour elle. Elle peut à peine contenir ses émotions, mais elle se souvient de sa promesse. Elle lui dit de fermer les yeux et elle s'approche de lui. En un instant, elle jette de la magie du vent et du feu et lui donne la coupe de cheveux promise. Elle s'endurcit, et avec un sourire, et promet à nouveau qu'elle deviendra forte et le protégera. Il frappe son front et lui dit que si elle l'esquive la prochaine fois, elle réussira le test et l'accompagnera. Alors que Ruri écoute, son grand-père est au milieu d'une vive dispute avec un client qui souhaite acheter ses biens de valeur. Son grand-père hésite à vendre son savoir-faire le plus précieux à quelqu'un qui ne comprend pas sa valeur réelle. Cependant, la situation change rapidement lorsque l'aventurier jette un sac de pièces d'or sur la table. Le grand-père déclare catégoriquement que la fierté d'un artisan est de la plus haute importance, mais admet qu'il existe des exceptions, et celle-ci en était une.
Peu de temps après, Ruri se retrouve seul au monde après le décès de son grand-père. Avec détermination dans son cœur, Ruri entreprend de remplir le dernier emploi que son grand-père a laissé derrière lui. À bord d'une caravane dans l'obscurité de la nuit, elle écoute les sons étranges des monstres qui se cachent dans l'ombre. Soudain, son cheval panique et s'arrête brusquement, refusant d'obéir à ses ordres. Un monstre loup massif charge vers la caravane, la faisant se retourner et envoyant Ruri s'envoler. Au milieu du chaos et du danger, Ruri reste concentré sur sa mission et sécurise rapidement la broche de son grand-père, la rangeant calmement dans son sac. Elle est alors soudain rappelée à la gravité de sa situation. Elle essaie de se frayer un chemin, mais le monstre s'en fiche, vraiment pas. Heureusement pour Ruri, elle est sauvée par Yuki, qui se trouvait à proximité. Bien qu'il lui ait offert de l'argent pour son aide, Yuki refuse, simplement heureux d'être utile. Bien que Ruri soupçonne qu'il doit y avoir une prise à sa générosité, Yuki lui assure qu'il n'attend rien en retour. Alors qu'il tend une main secourable, Ruri se souvient de l'aventurier qui avait racheté le magasin de son grand-père, mais rejette rapidement l'idée comme une coïncidence, car Yuki est beaucoup plus jeune. Yuki note qu'il n'est pas sûr pour une jeune fille de voyager dans l'obscurité, mais Ruri n'avait pas d'autre choix. Alors qu'il veut d'abord vaquer à ses occupations et s'apprête à la laisser s'occuper des marchandises qui traînent, elle le supplie d'être son gardien. Yuki refuse, mais Ruri utilise la carte qui pleure, lui forçant à peu près la main. Il accepte de l'escorter jusqu'en ville, laissant les marchandises derrière lui. Yuki n'est pas son porteur, quel sauvage. Mais ça va, elle a son paquet le plus précieux avec elle. Alors qu'il traverse la ville, Yuki se remémore sa dernière visite il y a 5 ans et remarque à quel point la ville a grandi et est devenue plus comme une ville. Ruri, d'autre part, est préoccupée par la recherche d'un navire pour l'emmener sur le continent démoniaque, où elle doit remplir le dernier travail de son grand-père. Elle loue un navire, mais le capitaine refuse de se rendre sur le continent démoniaque. Ruri se sent désespérée, jouant sa carte des pleurs, ce qui s'avère inefficace. Malgré ses tentatives pour convaincre d'autres marins, tous les navires sont annulés en raison de la guerre en cours. Yuki, qui avait observé sa lutte, décide de l'aider. Mais remarque Ruri entouré de policiers militaires, qui effectuent des inspections. Les soldats exigent de voir l'identification de marchands de Ruri, et bien que tout soit en ordre, ils la rabaissent pour avoir joué aux marchands alors qu'ils mettent leur vie en jeu. Ruri efface leurs commentaires. Alors que les soldats tentent de vérifier le sac de Ruri, elle refuse, ce qui les rend méfiants. Yuki devient de plus en plus tendu, regardant les événements se dérouler. Ruri essaie d'expliquer que son sac ne contient que des marchandises, mais les soldats intimidateurs, irrités par sa désobéissance, menacent de le confisquer. Yuki intervient juste à temps, prétendant être sa garde. Lorsque les soldats sont sur le point de tirer leurs épées, Yuki les met au défi de l'essayer, mais il recule alors qu'une foule commence à se rassembler et à observer la confrontation. Ruri est heureuse d'avoir Yuki avec elle. Pendant ce temps, quelque chose se cache dans les eaux. En guise de remerciement, Ruri offre à Yuki ses sandwichs faits maison. Il la félicite d'avoir si bien géré la situation avec les soldats et de ne pas les avoir laissés l'intimider. Yuki savait que les soldats n'étaient pas autorisés à fouiller des biens sans permis, grâce à son ami qui respecte strictement les règles. Il s'interroge sur le plan de Ruri si elle ne trouve pas de navire, mais elle est déterminée à en trouver un en offrant le bon prix. Et si cela échoue, elle achètera elle-même un navire. Se sentant sympathique envers Ruri, Yuki l'informe qu'il se rend sur le continent démoniaque et lui propose de l'emmener avec lui. Se demandant une fois de plus à quel point cela la retardera, il lui dit de ne pas s'en soucier. Cependant, lorsque Yuki suggère qu'il commence à chercher une auberge pour passer la nuit, Ruri suggère de partager les coûts. Elle est incroyable. À l'auberge, Ruri sort une boîte contenant le bien le plus précieux de son défunt grand-père lorsque Yuki revient du bain. Elle le lui confie, lui confiant enfin cette importante tâche. Ruri explique que la boîte contient le dernier travail de son grand-père, qu'il a occupé avant de décéder. Il était un joaillier célèbre et réputé pour son savoir-faire exceptionnel. Il avait l'habitude de dire que l'argent est important, mais la fierté est beaucoup plus importante. La vraie fierté est de pouvoir tout abandonner pour protéger ce qui est le plus important pour vous. Un jour, un client est venu demander la réparation d'une broche que son grand-père avait fabriquée, mais il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il a confié la broche à Ruri, lui demandant de la remettre à l'aventurier quoi qu'il arrive. Yuki reconnut immédiatement la broche. Alors que Ruri est sur le point de prendre un bain, Yuki prend la boîte et promet de la garder en sécurité. Ruri, soulagée, demande à Yuki de ne pas la voler pendant son absence. Elle est reconnaissante que, grâce à Yuki, elle puisse tenir sa promesse à son grand-père. Yuki examine attentivement la broche, confirmant qu'il s'agit bien de la même sur laquelle il avait précédemment jeté la magie de protection et qu'il avait donnée à son ami. Il espère que rien de mal n'est arrivé à son ami et qu'il est en sécurité.
Au milieu de la nuit, Yuki se réveille au son de soldats faisant éruption dans l'auberge. Les soldats accusent Yuki et Ruri d'espionner pour les démons et exigent de savoir où ils se trouvent. Malgré leur tentative de rester silencieux, Yuki est préparé pour eux. Il propose rapidement un plan, informant Ruri qu'ils doivent partir plus tôt que prévu. Il saute hors de l'auberge avec son sang-froid qui ne faiblit jamais. Les soldats fuient la ville, mais Yuki a toujours une longueur d'avance sur eux. Ruri devient un véritable ennui à ce stade. « Calme-toi, mon cul !» Yuki finit par installer un piège et ils parviennent à s'éloigner des soldats. Cependant, leur évasion les mène à une impasse, les laissant sans issue. Alors que les ennuis se profilent et que les soldats sont impatients de leur donner une leçon, Yuki les provoque délibérément davantage. Il s'empare rapidement de Ruri et saute dans les airs, laissant les soldats derrière lui. Vous souvenez-vous de la créature mystérieuse qui se cache dans les eaux? Il s'avère que c'est l'ami de Yuki, Levia, surprenant à la fois Ruri et les soldats. Avec un sang-froid calme, Yuki demande au dieu de l'océan de les emmener sur le continent démoniaque, et il s'exécute. Les soldats sont complètement incrédules et acceptent de garder le silence sur ce qui vient de se passer. Ruri ne sait toujours pas qui est vraiment Yuki, mais une fois qu'elle a vu le continent démoniaque, cela n'a pas d'importance. L'histoire continue et Setsu regarde Léviathan combattre un calmar. Setsu s'amuse à regarder une bataille de Keiju, et Léviathan demande à Setsu de l'aider. La scène change et Setsu présente Léviathan à Ruri, et Léviathan mentionne que Ruri a la chance de la rencontrer. Léviathan demande alors à Setsu pourquoi il ne l'a pas aidée, et Setsu mentionne qu'il pensait qu'elle irait bien toute seule. Léviathan se met alors en colère contre Setsu, et elle mentionne que ce n'était pas gentil de sa part de l'appeler après 5 ans et de lui faire le tour du royaume démoniaque. Ruri les interrompt alors, et elle demande à Setsu ce qu'ils vont faire avec le calmar. Léviathan mentionne qu'ils peuvent laisser Setsu s'en occuper, et Setsu fabrique des anneaux de calmar avec le calmar. Ruri et Léviathan apprécient tous deux les anneaux de calmar, et Léviathan mentionne que le village de pêcheurs démoniaques Valsi est proche, et de l'autre côté de la montagne se trouve le château du roi démon. Setsu mentionne que le colis de Ruri est censé aller au château, et il déclare qu'il a également des affaires avec son destinataire. Ruri demande alors s'ils connaissent cette personne de Zistal Serenal, et Léviathan explique que de Zistal est le seigneur démon. Ruri est surprise de cela, et Léviathan mentionne qu'ils devront partir à pied d'ici, donc son travail est terminé et elle retournera à la mer. Setsu demande alors au Léviathan si elle ne vient pas avec eux, et Léviathan mentionne qu'elle a tenu sa promesse et qu'elle a maintenu la paix sur les mers, mais 5 ans plus tard, Setsu ne revient que pour la traiter comme un bateau. Setsu mentionne qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période, et quelques enfants démons se présentent alors là-bas, et il leur demande s'ils ont une querelle d'amoureux. Il mentionne qu'un homme doit s'excuser dans ceci, et Setsu dit aux enfants d'avoir des anneaux de calmar et de s'en aller. Les enfants adorent les anneaux de calamar, et ils demandent à Setsu d'en faire aussi pour leurs parents. Léviathan déclare alors qu'il y en a beaucoup plus disponibles, et il transporte ensuite le calmar jusqu'au village des enfants. Pendant ce temps, dans le village, les gens ont des problèmes de pêche à cause de l'apparition du monstre calmar, et il mentionne que les marchands ont également cessé de venir ici à cause de la guerre. Ils pensent qu'ils vont manquer de nourriture à ce rythme, et ils mentionnent qu'ils n'ont d'autre choix que de combattre ce calmar. Setsu arrive alors au village, et il leur demande s'il peut y mettre son calmar, et les villageois sont surpris de voir que le monstre calmar a déjà été vaincu. La scène change et le village organise une fête, et les villageois traitent Léviathan avec respect car elle est le dieu de la mer. Setsu et Ruri vendent des anneaux de calmar pendant le festival, et Léviathan dit à Setsu de travailler plus vite. Setsu tranche ensuite le calmar, et il fait plus d'anneaux de calmar pour servir tout le village. Pendant ce temps, Vlad, le chef de la garde personnelle du seigneur démon, traverse le village et, voyant toutes les lumières du village, il pense que le village pourrait être en feu. Il pense que les humains ont peut-être envahi le village, et il mentionne qu'il protégera le village à tout prix, et il se dirige vers le village. Pendant ce temps, presque tout le monde dans le village s'est évanoui après avoir bu, et Ruri est également ivre de jus. Ruri demande alors à Léviathan comment elle connaît Setsu, et Léviathan mentionne qu'il y a 5 ans, Setsu a tenté de traverser son océan sans sa permission, et elle l'a combattu, et après l'avoir vaincu, il lui a demandé de l'aider à terminer la guerre. Léviathan pense qu'en réalité, elle s'est déchaînée et Setsu l'a vaincue d'un seul coup. Léviathan pense alors que Setsu devrait être populaire à Destinia, et Ruri se demande si elle parle de Setsu, le héros responsable de mettre fin à la guerre. Elle ne peut pas croire que Setsu était ce Setsu, et elle pense que cela explique comment il connaît le seigneur démon et le dieu de la mer. Elle se demande pourquoi quelqu'un comme lui deviendrait considéré, et Ruri se demande si le nombre d'accidents dans l'océan n'a chuté à cause de la relation de Setsu avec Léviathan, et Léviathan mentionne que Setsu lui a demandé de maintenir la paix dans l'océan.
Léviathan mentionne qu'il est affreux que Setsu revienne soudainement et la traite comme un bateau, et Ruri se demande si Léviathan est en colère contre Setsu. Léviathan mentionne que ça va parce qu'elle a pu revoir Setsu, et Ruri mentionne qu'elle doit vraiment aimer Setsu. Cela fait rougir Léviathan, et elle mentionne que le dieu de la mer ne peut pas être amoureux d'un humain. Mais elle admet qu'elle attendait son retour. Vlad fait ensuite irruption dans le village et il demande à tout le monde s'ils vont bien. Il remarque alors que le village organise une fête, et la scène montre Léviathan et Ruri assis au bord de la mer, et Léviathan grignote du poisson cru. Vlad vient alors là-bas, et il s'excuse pour son comportement grossier plus tôt. Il mentionne qu'il est surpris qu'elle soit dans le village sous sa forme humaine, et il remarque alors que Setsu est également ici. Il mentionne qu'il était difficile de le reconnaître sous sa nouvelle forme, et Setsu se demande ce que fait l'officier le plus proche du Seigneur Démon à cet endroit. Il se demande si c'est à cause de la guerre, et Vlad déclare qu'il cherchait Léviathan, mais il ne s'attendait pas à rencontrer Setsu ici. Il mentionne qu'il commence à avoir une lueur d'espoir, et il leur demande de sauver le Seigneur Démon. Vlad explique ensuite que le Seigneur Démon est invité à épouser un homme nommé Terence Nieder, et il mentionne que l'homme essaie de subjuguer le Seigneur Démon par une malédiction. Setsu mentionne que Dezu devrait être capable d'ignorer la plupart des malédictions, et Vlad mentionne que le marchand a apporté un puissant collier de malédictions. Vlad demande alors à Setsu s'il est au courant de la guerre qui a éclaté il y a un mois lorsque les humains les ont envahis, et Setsu est surpris d'apprendre que les humains les ont envahis. Vlad explique ensuite que l'un des villages côtiers a été attaqué par des soldats en masse et qu'ils ont même laissé le drapeau de Destinia derrière eux. Ils ont réussi à les repousser d'une manière ou d'une autre, mais les soldats ont attaqué plusieurs fois depuis lors, et le Seigneur Démon a également envoyé un émissaire à la nation humaine, mais l'émissaire n'est toujours pas revenu. Profitant de la réticence du Seigneur Démon à entrer en guerre, un homme proposa de négocier la paix, et cet homme était Terence Nieder. Setsu se demande si ce type est assez puissant pour arrêter la guerre, et Vlad mentionne qu'il est au sommet du monde d'une manière différente de Setsu. Ruri explique ensuite que Terence Nieder est le marchand le plus riche du monde et le chef de la société commerciale Terran. Elle mentionne que la plupart des navires marchands en mer lui appartiennent, et Vlad déclare qu'il a son emprise sur tout l'argent du monde, et les humains et les démons ont besoin de l'aide des marchands pour mener une guerre intercontinentale. Setsu ne peut pas croire que Dezu est prêt à devenir esclave pour arrêter la guerre, et Léviathan rappelle à Setsu que c'est parce qu'elle a promis à Setsu qu'elle maintiendrait la paix. Léviathan mentionne qu'ils ne peuvent pas la laisser seule, et la scène leur coupe alors qu'ils se dirigent vers le château du Seigneur Démon. Setsu mentionne que cela rappelle des souvenirs, et il déclare qu'ils ont utilisé cette route pour lancer des attaques surprises sur le château du roi démon à l'époque. Quelques monstres les entourent alors, et Léviathan mentionne qu'elle s'occupera des monstres. L'histoire remonte alors dans le temps de quelques instants, et Vlad leur dit que la date du mariage n'est pas claire, mais puisque le Seigneur Démon l'a accepté, il ne devrait pas perdre un instant. Vlad explique que Terran est entouré de gardes qualifiés et que la route menant au château grouille également de monstres. Il demande à Setsu de conserver son pouvoir magique et Léviathan mentionne qu'elle le protégera pendant qu'ils sont en route. Ils partent alors et l'histoire revient au présent. Léviathan s'occupe des monstres et elle demande à Setsu quel est leur plan. Setsu mentionne que c'est évident et il mentionne qu'il va faire exploser tout ce mariage avec ce type terrien. Léviathan demande alors à Setsu comment il va arrêter la guerre sans le marchand, et Setsu mentionne que selon lui cette guerre est mise en place par le marchand. Et il pense cela parce que Vlad a mentionné que Destinia a attaqué en premier, mais à Destinia, il a vu un groupe de gros types blindés attaque. Il pense que cela n'a été fait ni par Destinia ni par les démons, et quelqu'un l'a mis en place. Setsu mentionne qu'il ne sait pas qui est le cerveau, mais il est sûr que Terran sait quelque chose à ce sujet. Certains monstres les attaquent alors à nouveau et Léviathan les bête facilement. Setsu se demande si Léviathan est devenu plus fort, et Léviathan déclare qu'elle n'a pas dormi pendant tout le temps où Setsu était parti. Il se dirige ensuite vers le château du Seigneur Démon, et Léviathan pense qu'avant de rencontrer Setsu, elle ne s'intéressait pas à ce qui s'est passé sur le rivage, et elle a passé tout son temps à dormir au fond de l'océan. Mais après l'avoir rencontré, elle a découvert à quel point ce monde est vraiment beau et elle veut que ce monde reste paisible pour toujours. L'histoire continue, et le Seigneur Démon Désistral pense qu'elle a vécu une longue vie, et elle sait que le monde est hors de son contrôle. Elle s'est battue en tant que dirigeante, protectrice et héritière, et elle a continué à se battre. Mais un jour, Setsu est venu vers elle, et il a suggéré d'arrêter la guerre, et il lui a donné une broche en signe de réconciliation. Il lui a dit que Black lui allait bien et la guerre a été stoppée. La scène passe au Seigneur Démon découvrant la disparition de Setsu. Vlad dit au Seigneur Démon qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient mais qu'ils n'ont toujours pas pu le trouver, et même Destinia n'a aucune idée de l'endroit où il est parti. Dezu pense alors que Setsu est peut-être parti, mais elle va tenir la promesse de paix qu'elle a faite avec lui.
Elle dit à Vlad qu'ils doivent redoubler d'efforts pour maintenir la paix, et Vlad mentionne qu'il donnera sa vie pour cela. Le seigneur démon fait alors un tour dans la capitale, et elle remarque que la ville prospère grâce à la paix et au commerce entre les nations humaines et démoniaques. La broche offerte par Setsu se brise alors et Vlad mentionne qu'il l'enverra à un bijoutier qualifié à Destina pour réparation. Plus tard, un soldat vient au château du seigneur démon et il l'informe qu'une armée destinienne les a envahis. Vlad pense que c'est dommage que la paix n'ait duré que 5 ans, et Dezu mentionne qu'il ne devrait pas sauter aux conclusions. Dezu ordonne alors à chacun de préparer son armée, et elle envoie 2 de ses hommes à Destina pour découvrir ce qui se passe, et elle pense que cela semble suspect. Elle pense alors qu'elle va tenir la promesse qu'elle a faite à Setsu, et les soldats se préparent pour la guerre. Les soldats mentionnent que cette fois, l'ennemi a d'énormes soldats blindés, et ils ne savent pas s'ils survivront à cette guerre. Ils pensent qu'ils n'auraient jamais dû faire confiance aux humains et signer ce traité de paix. Les soldats pensent qu'ils auront des ennuis si l'ennemi détruit leur chaîne d'approvisionnement, mais ils croient au seigneur démon. Le seigneur démon pense alors qu'un mois s'est écoulé et qu'elle n'a toujours pas eu de nouvelles du Destinia. Elle pense que leur nation ne durera pas longtemps à ce rythme, et elle se demande si elle n'est pas capable de tenir sa promesse à Setsu. Vlad dit alors au seigneur démon que Taran Snitter est ici et qu'il aimerait lui parler. Le seigneur démon l'invite et Taran propose de prêter son aide au seigneur démon pour mettre fin à la guerre avec Destinia. Taran mentionne que son entreprise est puissante et qu'il peut mettre fin à la guerre en un instant. Le seigneur démon lui demande ce qu'il voudrait en retour, et Taran mentionne qu'il aimerait qu'elle devienne sa femme. Et il lui montre le collier sur lequel ils jureront leurs vœux. Vlad et les autres remarquent que le collier est imprégné d'une puissante malédiction de servitude, et le seigneur démon lui demande d'où il tient une telle chose. Taran mentionne que cela a demandé beaucoup d'efforts et Vlad demande au seigneur démon de ne pas entretenir de telles absurdités. Le seigneur démon demande alors un peu de temps pour y réfléchir, et Taran mentionne qu'il est tout le temps dans le monde, mais il se demande si elle a ce genre de temps, et il part. Plus tard, le seigneur démon pense que c'est la seule façon pour elle de tenir la promesse qu'elle a faite à Setsu, et Vlad vient alors là-bas. Il mentionne qu'il n'est pas nécessaire qu'elle accepte une offre aussi ridicule, car son armée est prête à se battre jusqu'au dernier homme. Dezu déclare que c'est pourquoi elle ne peut pas refuser, et Vlad mentionne qu'il n'abandonnera pas, et il part. Le seigneur démon se souvient alors que Setsu lui a dit qu'elle avait l'air bien en noir, et elle se demande s'il va rire quand il la verra porter du blanc contre son gré. Ailleurs, Taran parle avec l'homme à capuchon et il mentionne que le seigneur démon était facile à convaincre. Il pense que l'aide au projet de Hoodedman sera payante, et il déclare que le royaume des démons sera bientôt là. Il pense qu'ils vont commencer une guerre fatigante s'ils poussent plus loin, et il demande à l'homme s'ils doivent retirer ses soldats magiques coûteux. L'homme cagoulé mentionne qu'il n'est pas nécessaire de faire cela, et Taran déclare qu'il veut le seigneur démon, et l'homme cagoulé veut le royaume, donc l'affaire devrait être réglée. L'homme à capuchon mentionne que c'est la volonté de son maître, et la scène passe au jour du mariage du seigneur démon. Tout le monde s'est réuni dans l'église pour assister à la cérémonie de mariage, et les démons ne semblent pas heureux de ce mariage. Le seigneur démon entre alors dans l'église vêtu d'une robe de mariée, et la foule voit sa beauté. Le père leur dit alors d'échanger leurs vœux, et Taran mentionne qu'aujourd'hui, lui et le seigneur démon entreront dans le vœu de maître et de serviteur, et il jure d'apporter la paix éternelle au monde après cela. Il demande alors à ses compatriotes de prêter allégeance à leur nouveau seigneur démon, et ils déclarent qu'ensemble ils protégeront le monde, et laisseront leur nom dans les livres d'histoire. Taran va ensuite mettre le collier maudit sur le seigneur démon, et il demande au seigneur démon si elle est prête à faire un vœu d'amour éternel. Le seigneur démon accepte, et elle souhaite avoir pu voir Setsu au moins une dernière fois. Setsu fait alors irruption dans l'église, et il mentionne qu'il est ici pour sauver le seigneur démon. Vlad et Ruri le remarquent et pensent qu'ils doivent également se dépêcher. Taran demande alors qui est Setsu, et il demande à ses gardes de le protéger. Léviathan s'occupe des gardes et elle mentionne que Dezu n'a vraiment pas l'air bien en blanc. L'homme cagoulé utilise alors la magie de l'ombre pour retenir Léviathan, et il est sur le point de la poignarder en utilisant sa magie de l'ombre, mais Setsu l'arrête et il le repousse. Setsu mentionne qu'il va lui faire payer pour avoir fait pleurer Dezu, et l'homme encapuchonné déclare qu'il ne s'attendait pas à ce que le héros Setsu se présente ici. Il mentionne qu'il doit le signaler à son maître et tente d'attaquer Setsu, mais Setsu bloque son attaque et il le renverse. Setsu se demande si c'est tout ce qu'il a, et l'homme cagoulé déclare qu'ils devront régler cela plus tard, car il doit informer son maître de Setsu. L'homme cagoulé part alors, et Dezu embrasse Setsu, et elle mentionne qu'il lui a manqué. Elle lui demande où il est allé, et Setsu déclare que c'est une longue histoire. Setsu mentionne alors qu'il est heureux qu'elle soit en sécurité, et Léviathan mentionne ensuite que les gars qui les ont attaqués sont toujours là. Setsu vérifie les gars et il remarque qu'ils sont des soldats magiques faits de malédictions. En voyant les malédictions à l'œuvre, Setsu pense que Tuma doit être derrière tout cela, et Dezu déclare qu'elle soupçonne également son implication dans tout cela.
Dezu mentionne qu'elle l'aidera en tant que seigneur démon, et Setsu lui dit de s'occuper des choses ici, pendant qu'il rend visite à Regulu. Dezu pense qu'il serait rassurant d'obtenir l'aide du roi des hommes bêtes, et elle pense que Setsu précipite les choses. Setsu mentionne qu'ils ont une promesse de paix à tenir, et Léviathan se demande s'ils vont déjà partir. Elle mentionne qu'elle est fatiguée après toutes ces courses, et Ruri et Vlad arrivent alors là-bas. Vlad remarque que le château est en désordre et Ruri demande à Setsu si tout s'est bien passé. Setsu mentionne que c'est le cas, et Ruri donne alors la broche à Setsu, et elle déclare qu'il devrait être celui qui la donne à Dezu. Setsu donne la broche à Dezu, et il pense que c'est la deuxième fois qu'il la lui donne. Il lui met la broche et Dezu pense que Setsu lui a encore une fois appris ce que signifie vivre. Plus tard, l'armée nettoie le château et Dezu dit à Setsu qu'elle aurait adoré l'accompagner, mais ce n'est pas le moment pour un dirigeant de quitter son trône. Setsu mentionne qu'il va l'emmener là où elle veut aller après avoir établi la paix, et Vlad déclare que le dirigeant d'un pays ne devrait pas partir même lorsqu'il est pacifique. Léviathan mentionne que Vlad ne devrait pas obliger Dezu à faire tout le travail, et qu'il devrait s'en occuper lui-même. Ruri déclare alors que le seigneur démon lui a permis d'ouvrir une boutique dans la capitale, et Setsu se demande si Dezu en est sûr. Dezu déclare que tout va bien car Ruri lui a remis sa précieuse broche, et Vlad remercie ensuite Setsu de les avoir aidés. Setsu part alors avec Léviathan, et Dezu lui dit de revenir vers elle une fois que tout cela sera terminé. L'histoire continue et nous voyons que les jeunes Setsu et Yui se rencontrent pour la première fois. Ils se saluent et Yui demande à Setsu s'il aimerait jouer avec elle mais Setsu refuse en disant qu'il fait trop chaud aujourd'hui. Yui mentionne qu'au début, Setsu semblait être un garçon effrayant et hostile, mais ils ont passé beaucoup de temps ensemble car ils vivaient si près l'un de l'autre et au fil du temps, il a joué avec elle et l'a aidé à étudier, ce qui lui a fait réaliser à quel point il était gentil. La scène les coupe ensuite en rentrant du collège et Yui remarque l'affiche d'une école préparatoire. Elle demande à Setsu si elle pourrait aller dans le même lycée que lui si elle fréquente un endroit comme celui-ci, mais avant que Setsu ne puisse répondre, elle mentionne qu'elle plaisantait et ils vont chez eux. Dans leur appartement, elle demande à Setsu ce qu'il pensait de ce qu'elle lui avait demandé auparavant et Setsu lui dit qu'elle devrait viser une école plus facile si c'est trop difficile d'être dans la même. Cela rend Yui triste et nous voyons qu'elle a commencé à fréquenter l'école préparatoire. Mais même après cela, ses résultats aux tests fictifs ne se sont pas améliorés. Un jour, en revenant de l'école préparatoire, Yui rencontre des gars dans le parc et il lui demande si elle est bouleversée à cause de ses faux résultats de test. Il mentionne qu'elle devrait simplement abandonner si cela dépasse ses capacités car elle s'amusera plus de cette façon. Il lui demande alors d'arrêter d'étudier et de passer du temps avec eux et Setsu vient alors là-bas. Il mentionne qu'il devrait s'en prendre à quelqu'un d'autre car ils sont occupés à étudier et les gars partent alors en pensant que Setsu est son petit ami. Setsu mentionne ensuite que ces gars disaient la vérité et qu'aller au-delà de ses limites ne l'aidera pas. Yui mentionne qu'elle n'abandonnera pas même si les gens lui disent qu'elle n'est pas assez bonne. Setsu comprend et il mentionne qu'il n'a pas d'autre choix que de l'aider si elle est si déterminée. Il mentionne qu'il ne sera pas facile avec elle-même si elle essaie de se plaindre et Yui le remercie et elle pense que tout ce qu'elle veut, c'est rester avec la personne qu'elle aime. L'histoire revient maintenant au présent et nous voyons que les étudiants téléportés dans l'autre monde pratiquent la magie à Destinia et qu'ils se sont améliorés. Yui est le meilleur de tous et les exercices d'entraînement sont alors terminés. Elka complimente Yui pour sa performance et les autres quittent le terrain d'entraînement mais Yui s'en prend à Elka et Glenn. Elle leur demande s'ils sont les compagnons de Setsu depuis la dernière fois qu'il était ici et ils ont mentionné qu'ils le sont. Elka mentionne que Setsu a le pouvoir d'attirer les gens et elle déclare qu'elle a le plus grand respect pour lui. Elle souhaite rester à ses côtés pour toujours et contempler le même paysage que lui. Elka demande alors à Yui pourquoi elle est ici et Yui se demande s'il pourrait lui donner une formation spéciale car elle veut également être avec Setsu. Elka emmène ensuite Yui dans les murs du château et elle lui montre le monde paisible créé par Setsu. Elle mentionne que Setsu se bat quelque part alors même qu'il parle et en tant que compagnon de Setsu, ils sont prêts à sortir et à l'aider à tout moment. Yui mentionne qu'elle a aussi le désir d'aider Setsu mais qu'elle n'a pas la force nécessaire pour cela et elle demande à Elka une simulation de combat. Elka accepte et elle sort son épée et passe à l'offensive. Yui se défend contre ses attaques et elle utilise la magie pour les contrer. Ils s'affrontent ensuite un peu plus longtemps et Elka arrête alors la bataille. Elka dit alors à Yui qu'elle est devenue plus forte qu'elle ne le pense et elle mentionne que tous les enfants qui viennent de l'autre monde sont exceptionnels mais qu'elle est spéciale même parmi eux. Elle mentionne que Yui manque encore de quelque chose pour se tenir aux côtés de Setsu et elle l'emmène dans les égouts sous le château. Elka mentionne que ces égouts sont infestés de monstres et qu'ils l'utilisent parfois comme terrain d'entraînement final pour les soldats. Yui ne comprend pas ce qu'Elka essaie de dire et un monstre sort alors de l'eau. Elka dit à Yui de ne pas avoir peur et de combattre le monstre et Yui attaque le monstre avec son sort de feu. Elle dit alors à Elka qu'elle l'a attaqué et Elka lui dit de ne pas baisser sa garde et nous voyons que le monstre est toujours en vie.
Le monstre attaque alors Yui et il parvient à lui gratter le bras. Yui utilise alors un autre sort de feu pour envoyer le monstre voler et Elka lui dit de l'achever. Yui hésite et Elka lui dit alors que Yui est devenu plus fort mais à la guerre. Ils doivent tuer l'ennemi ou ils tueront celui qui leur est cher. Elle mentionne que la détermination à tuer est ce qui manque à Yui et sans elle, elle ne peut pas protéger ceux qui lui sont chers. Yui se souvient alors de la scène de guerre qu'elle a vue juste après son arrivée dans ce monde et Elka achève le monstre. Ils sortent alors des égouts et dans sa chambre Yui se demande ce qu'elle doit faire. Tia vient alors dans sa chambre et elle guérit les blessures de Yui. Yui remercie Tia de l'avoir guéri et Tia mentionne que c'était fou d'Elka de jeter Yui dans une vraie bataille si soudainement. Yui déclare qu'elle l'a demandé et Tia mentionne ensuite qu'elle considère Yui comme l'un d'entre eux. Elle mentionne qu'elle ne sait pas à quoi ressemblait Setsu dans l'autre monde, mais il regarde Yui de la même manière qu'il les regarde et c'est aussi pourquoi elle comprend ce qu'Elka essaie de faire. Elle mentionne qu'Elka est dure avec elle parce qu'elle veut la traiter comme une véritable égale et elle demande à Yui pourquoi elle veut être proche de Setsu alors qu'elle sait qu'être plus proche de lui ne fera que la mettre en danger. Yui déclare que c'est parce que Setsu l'a beaucoup aidé depuis qu'ils sont petits et cette fois, elle veut être celle qui l'aide. Tia comprend et elle part après avoir souhaité bonne chance à Yui. Tia dit alors à Elka que Yui est forte et qu'il lui sera facile de se défendre sur le champ de bataille. Elka mentionne qu'elle pourrait faire face à des ennemis dangereux si elle se bat avec eux et Tia déclare que ce n'est pas à eux de décider ce qu'elle doit faire. Elle mentionne que Yui est la seule à pouvoir prendre cette décision et tout ce qu'ils peuvent faire est de respecter la décision qu'elle prend. Tia part alors et la scène change pour Yui attendant de parler à Glenn. Glenn se demande si elle veut parler d'hier soir et il mentionne qu'il est naturel d'hésiter à prendre des vies même si c'est pour le bien de quelqu'un qui lui est cher. Yui demande alors à Glenn comment il rassemble la détermination à se battre et Glenn mentionne qu'il choisit simplement de faire souffrir les autres au lieu de regarder les gens autour de lui souffrir et il déclare que c'est la même chose pour tous les autres soldats. Il déclare que cela fonctionne pour lui mais qu'elle doit trouver sa propre détermination à se battre. Glenn part alors et après avoir réfléchi un moment Yui réalise quelque chose. Le lendemain de l'entraînement, nous voyons que le pouvoir magique de Yui a augmenté et tout le monde est surpris de voir cela. Elle retourne ensuite dans les égouts avec Elka et Elka lui demande si elle a retrouvé sa détermination. Yui déclare qu'elle a pris sa décision et qu'un monstre apparaît alors là-bas et Elka se demande si elle en est sûre. Yui déclare qu'elle l'est et elle utilise un puissant sort de feu sur le monstre. Cela élimine le monstre et Elka pense que la puissance et la précision de Yui étaient exceptionnelles. Yui mentionne alors que le monstre est toujours en vie et qu'elle l'a juste temporairement neutralisé. Elle déclare que c'est sa détermination à ne jamais prendre de vie et Elka déclare que cette réponse est la même que celle que Setsu leur a donnée. Elle déclare qu'elle est impressionnée par la détermination de Yui et elle mentionne qu'elle aura besoin de plus de puissance pour y parvenir. Yui déclare qu'elle s'entraînera plus dur pour pouvoir protéger tout le monde et la scène change pour la salle du trône. Glenn dit à tous les autres mondes que le roi a émis un décret et qu'ils partiront tous demain pour le royaume des démons afin de protéger leur nation et ses citoyens. Il demande aux enfants de se préparer physiquement et mentalement et les enfants partent en se demandant s'ils peuvent vraiment se battre après un entraînement aussi bref. Yui est déterminée à se lancer dans la bataille et elle demande à Setsu de l'attendre. Ils apprennent que le seigneur démon est manipulé et forcé à se marier, mais Setsu parvient à arriver juste à temps pour arrêter le mariage et la sauver. Ils apprennent que la guerre est un malentendu, et il semble que Touma soit celui qui tire les ficelles. Alors lui et Levia se préparent à se rendre sur le continent des hommes-bêtes pour gagner le soutien du roi des bêtes. Dans un flashback, nous voyons Setsu enfant dans le monde réel où il est présenté à Yui. Il est froid avec elle au début, mais comme ils vivent si près, ils passent beaucoup de temps ensemble. Alors qu'ils sont sur le point de commencer le lycée, Yui veut aller dans la même école que lui, mais il lui dit que cela pourrait être trop difficile pour elle compte tenu de ses notes. Malgré cela, elle fait de son mieux en classe, mais au final, ce n'est pas suffisant et ses notes sont tout simplement trop basses. Alors qu'elle rentre chez elle, elle est approchée par des gars qui essaient de la convaincre de sortir avec eux, mais Setsu se présente juste à temps. Les gars partent et Setsu lui demande ce qu'elle compte faire. Yui révèle qu'elle veut juste rester avec lui, alors il accepte de l'aider à étudier, voyant à quel point elle est déterminée. Pendant ce temps, dans le royaume humain, les étudiants apprennent la magie, tirent des boules de feu sur certaines cibles, mais il y a soudainement une énorme flamme alors que l'une des cibles est détruite et Yui se révèle avoir un talent particulier pour cela. Elka les complimente sur leur amélioration et après la séance, Yui suit Elka et Glenn, demandant une formation supplémentaire, voulant faire tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse accompagner Setsu. Elle se bat contre Elka, qui attaque avec ses glaçons, mais Yui parvient à les arrêter avec son feu. Ils continuent d'échanger des coups et Elka finit par reconnaître sa force, bien qu'elle dise à Yui qu'il lui manque une chose si elle veut être avec Setsu.
Elka l'emmène dans les égouts en lui expliquant qu'elle est infestée de monstres. Un monstre alligator géant apparaît et Yui est terrifié. Elka lui dit de le combattre, disant qu'elle devrait être assez forte, alors Yui attaque avec sa magie du feu, qui rôtit le monstre. Yui pense qu'elle l'a battu, mais le monstre se relève et se jette sur elle. Il la frappe avec ses griffes, mais Yui le souffle avec un autre sort. Le monstre parvient à survivre, mais Elka lui dit de l'achever. Elle admet qu'ils sont égaux en termes de pouvoir magique, mais ce qui lui manque, c'est la détermination, pour pouvoir tuer afin de protéger les choses qui sont importantes. Elle utilise sa glace et termine le monstre, montrant à Yui ce qu'il faut faire. Le lendemain, Yui reçoit la visite de Théa, qui soigne ses blessures. Elle dit qu'Elka a été dure avec elle, uniquement parce qu'elle la considère comme une égale. Elle se demande pourquoi Yui veut tellement être avec Setsu, disant que ce serait dangereux avec lui, mais Yui explique comment Setsu l'a aidé tout au long de sa vie, alors elle veut pouvoir l'aider en retour. Elle a une conversation avec Glenn après cela, et il lui dit qu'il est normal d'hésiter à prendre des vies. Elle demande comment il a trouvé la détermination, et il dit qu'il a choisi de prendre des vies au lieu de voir ceux qui l'entourent souffrir, et lui dit qu'elle doit trouver sa propre réponse, mais elle semble avoir une idée. Peu de temps après, la magie de Yui s'est encore améliorée alors qu'elle détruit complètement sa cible, laissant un énorme cratère. Elle retourne dans les égouts avec Elka, qui lui demande si elle a retrouvé sa détermination. Un autre monstre alligator apparaît et Yui lui lance une boule de feu, le rôtissant complètement. Elka est impressionnée par son sort, mais Yui note que le monstre est toujours en vie, révélant que sa détermination est de ne jamais prendre de vie, mais aussi de ne jamais perdre. Elka admet que Setsu est comme elle, mais elle prévient que sa méthode l'oblige à être extrêmement forte, et Yui jure de devenir encore plus forte pour pouvoir protéger tout le monde. On dit aux étudiants de se préparer, car le roi leur a ordonné d'être envoyés combattre sur le continent démoniaque. Les étudiants sont nerveux à l'idée de se battre, mais Yui pense à rattraper Setsu. Pendant ce temps, nous voyons une voiture alors que Setsu et Levi se dirigent vers le continent Beastman. Setsu pense qu'elle est trop détendue, mais Levi dit qu'il n'y a rien à faire jusqu'à leur arrivée. Setsu se demande s'il pourrait simplement utiliser la magie pour voyager, mais Levi lui dit que la magie de transfert prendrait des années à se préparer, ainsi qu'une énorme quantité de pouvoirs magiques, donc il n'y a aucun moyen de voyager. La voiture s'arrête brusquement alors qu'un autre passager monte. Une fille démon monte et Setsu la reconnaît, l'appelant Elise, et elle le reconnaît comme son maître. Setsu la présente à Levi, et elle prétend être son élève numéro 1, bien qu'il dise qu'il ne se souvient pas de l'avoir accepté, mais Elise dit que c'est lui qui lui a appris à se battre. Elle présente sa compagne Emla, qui prétend être sa petite sœur, mais Elise dit qu'ils ont juste vécu ensemble pendant un moment. Elle demande pourquoi il a soudainement disparu il y a 5 ans, et Setsu lui raconte tout ce qui s'est passé. Il lui demande de venir sur le continent Beastman avec eux, disant qu'ils peuvent avoir une autre aventure comme ils l'ont fait dans le passé, mais Elise révèle qu'ils sont au milieu d'une situation. Elle explique qu'elle a combattu des monstres pour s'entraîner et qu'un jour, elle a accepté la mission d'un village de tuer un dragon. Dans un village tranquille appelé Zatro, elle reste dans l'une des maisons, où elle a rencontré Emla. Emla cuisine pour elle, et Elise se demande si elle vit seule, mais Emla dit que c'est la maison de son frère, révélant qu'il l'a emmenée il y a 2 ans et a commencé à la traiter comme sa sœur, mais il a disparu après l'apparition du dragon, et elle est seule depuis. Elise pense que le village est agréable et envisage de s'installer après avoir traité avec le dragon, disant même à Emla qu'elle peut être sa grande sœur. Setsu demande si le frère d'Emla a été tué par le dragon, mais Elise révèle que chaque fois qu'il y a une attaque de dragon, plusieurs villageois disparaissent, donc ils ne savent pas s'il est vivant. Elise dit qu'au début, elle a désactivé la protection du village, afin qu'elle puisse attirer le dragon et le battre. Lorsque le dragon arrive, elle se bat contre lui, saute dessus et le poignarde. Le dragon s'envole et elle essaie de le poursuivre pour l'achever, mais elle finit par le perdre et retourne au village. Mais à son retour, elle découvre que tous les villageois avaient disparu, Emla étant la seule qui restait. Alors ils se sont dirigés vers la ville pour trouver quelqu'un pour prendre soin d'elle. Elle demande si Setsu a des idées sur ce qui se passe, mais Setsu n'est pas sûr, bien qu'il propose de l'aider. Il commence à proposer des théories, Levi disant que c'est le travail de zombies, et Setsu suggérant que ce pourrait être des extraterrestres qui ont enlevé les villageois. Levi considère une sirène, car on dit que leur chant attire les hommes dans l'océan, ce qui pourrait expliquer les disparitions. Mais Emla dit que les monstres marins ont une odeur distincte, donc ça ne pouvait pas être une sirène, soulignant même l'odeur de Levia, qui commence à se demander si elle pue. Setsu se demande si le dragon était une espèce avancée comme Levia, qui pourrait se cacher en tant que villageois, demandant à Levia si elle pouvait faire disparaître les villageois sans laisser de traces. Mais elle dit qu'elle ne pouvait pas faire quelque chose comme ça. Elise est surprise d'apprendre que Levia est un dragon,
mais elle est insultée d'être comparée à un simple dragon, révélant qu'elle est le dieu de la mer. La voiture s'arrête soudainement, car le conducteur leur dit qu'ils doivent attendre que les eaux se stabilisent. Setsu se demande pourquoi le dragon continuerait d'attaquer le village, et Levia dit qu'il est courant que les monstres soient attirés par le pouvoir magique, disant que s'il y avait une magie puissante utilisée à l'intérieur du village, cela pourrait attirer des monstres vers lui. En pensant à la disparition des villageois, Setsu suggère de transférer la magie, ce qui expliquerait les villageois disparus, ainsi qu'une magie suffisamment puissante pour attirer un dragon. Elise se demande s'il y avait quelqu'un qui se cachait près du village, mais Setsu soupçonne Amla, disant que la magie du transfert prend des années à se préparer, et Amla est apparue il y a 2 ans. Amla pense que c'est une théorie ridicule, mais Setsu souligne comment Amla a pu dire que Levia venait de la mer, alors qu'elle ne dégage aucun pouvoir magique lorsqu'elle est sous sa forme humaine. Amla se rend compte qu'elle a été attrapée, et il y a soudain une explosion. Setsu parvient à sauver les 2 filles et Amla se transforme soudainement en dragon. Il commence à cracher du feu sur eux, les forçant à esquiver. Elise commence à douter d'elle-même, mais Setsu l'appelle, l'appelant son élève. Ils font équipe et Setsu appelle Levia, qui utilise son pouvoir pour enchanter son épée. Le dragon crache du feu sur lui, mais il le traverse avec le pouvoir de Levia, provoquant la retraite du dragon. Cependant, Elise est prête à l'attraper, la poignardant à la tête, et le dragon se dissout en se transformant en poussière. Après cela, Setsu et Levia continuent vers le continent Beastman, et Levia se demande si c'était bien de laisser Elise partir seule, mais Setsu pense que ça devrait aller, puisqu'ils ont déjà battu le dragon, et il croit en son élève. Pendant ce temps, Elise retourne au village, repensant au temps qu'elle a passé avec Amla. Mais Amla apparaît soudainement et elle se demande comment elle est en vie. Elle pose des questions sur les villageois disparus et Amla révèle qu'ils ont tous été transformés en poupées, qui se trouvaient être les soldats magiques qui ont déclenché la guerre. Elise se demande qui elle est, et Amla se fait appeler Mela, le Monster Master, révélant qu'elle travaille pour Tuma. L'histoire continue à Léoport sur le continent des hommes bêtes, et c'est une autre belle journée. Nous voyons alors une fille nommée Shironeko qui est populaire parmi les gens du marché et tout se rassemble autour d'elle. Elle reçoit toutes sortes de cadeaux de la part des gens et Shironeko déclare qu'elle ne peut pas accepter autant de cadeaux. Les gens du marché déclarent que c'est le moins qu'ils puissent faire pour la remercier de son aide avec les chaînes d'approvisionnement, et ils ont mentionné qu'elle doit également prendre soin de sa sœur et Shironeko les remercie pour tous leurs cadeaux. Après être sortie, elle rencontre des enfants et ils lui demandent de leur apprendre à combattre des monstres. Shironeko déclare qu'ils n'ont pas besoin de se battre car le combat est son travail et d'autres personnes lui offrent alors plus de choses mais elle déclare qu'elle ne peut plus porter et elle va chez elle. À la maison, sa sœur Minako l'accueille chez elle et elle remarque que tout le monde lui a donné beaucoup de choses comme toujours. Minako commence alors à tousser et Shironeko lui donne des médicaments. Elle jure qu'elle soignera sa sœur et elle lui demande de faire de son mieux également. Minako promet qu'elle fera de son mieux et la scène passe à Setsu demandant à l'homme du port s'ils peuvent obtenir un bateau. L'homme mentionne qu'ils n'ont pas de bateau disponible pour le moment et Setsu déclare qu'il a des affaires urgentes à régler et il mentionne qu'il le paiera également bien. Il déclare qu'il n'y a pas de bateau aujourd'hui et Setsu mentionne ensuite qu'ils n'ont d'autre choix que de monter sur Léviathan. Léviathan se fâche contre Setsu et elle mentionne qu'elle nage depuis 3 jours et 3 nuits. Setsu déclare qu'elle est la seule sur qui il peut compter et il s'excuse de l'avoir poussée si fort. Cela rend Léviathan heureux et elle déclare qu'elle peut à nouveau nager s'il la laisse se reposer jusqu'à demain. L'homme mentionne alors qu'il y a un bateau disponible demain et Léviathan dit à l'homme d'apprendre à lire la pièce. Setsu déclare alors qu'il devrait trouver une auberge pour aujourd'hui et qu'il devrait également manger quelque chose de bon. La scène montre Shironeko qui se rend dans une auberge et elle remercie le propriétaire Kuroinu de lui avoir trouvé ce médicament et le propriétaire déclare que cela ne la dérange pas de faire cela pour une fille qui travaille dur comme elle. Kuroinu lui montre alors une photo de Setsu et elle mentionne que son prochain travail serait d'assassiner l'homme sur cette photo. Elle déclare que si Shironeko parvient à terminer ce travail, elle n'aura pas à travailler un jour de plus dans sa vie et elle n'aura également aucun problème à payer les médicaments. Setsu entre alors dans l'auberge et Shironeko se cache. Il réserve une chambre à l'auberge et Shironeko s'en va tranquillement. Setsu demande à Kuroinu s'il y a de bons restaurants dans les environs et elle lui en dit un où ils peuvent obtenir des cuisines traditionnelles d'hommes bêtes. La scène montre Shironeko en train de dîner avec sa sœur Minako et elle remarque que Minako n'a même pas touché à sa nourriture. Minako déclare qu'elle n'a pas beaucoup d'appétit et Shironeko dit alors à Minako qu'elle a un autre travail à faire aujourd'hui et elle demande à Minako d'aller se coucher. Nous voyons alors que Minako porte un collier maudit et la scène passe à Kuroinu remarquant que Setsu et Léviathan sont endormis. Elle en informe Shironeko et elle demande à Shironeko si elle hésite toujours et Shironeko déclare qu'elle a déjà pris sa décision.
Elle demande alors à Kuroinu si elle peut la traiter comme une sœur et elle déclare quelle est la raison pour laquelle les orphelins comme elle sont capables de survivre jusqu'à présent. Elle mentionne que Kuroinu leur a non seulement donné le médicament, mais qu'elle a également pris soin d'eux. Elle demande à Kuroinu s'ils peuvent vivre ensemble après avoir été payés pour ce travail et elle déclare que ce serait amusant. Kuroinu déclare que c'est assez égoïste de sa part, mais elle peut la traiter comme une sœur si c'est ce qu'elle veut vraiment et elle mentionne que ce n'est pas un mauvais sentiment d'avoir une petite sœur. Elle dit ensuite à Shironeko de faire ce travail pour rendre Minako encore meilleure et elle lui donne la clé de la chambre de Setsu et Shironeko va dans leur chambre. Elle attaque Setsu avec ses griffes et elle remarque que c'était de la magie d'illusion. Setsu la jette alors par la fenêtre et il lui demande si elle est l'un des hommes de main de Tuma. Shironeko déclare qu'elle ne sait pas qui c'est mais qu'elle doit prendre sa vie. Elle attaque ensuite Setsu avec une boule de feu et Setsu l'intercepte. Minako la gifle alors en lui disant qu'il est dangereux de lancer des attaques comme ça au milieu de la ville et cela l'assomme. Setsu remarque que Shironeko est entourée d'énergie maudite et il pense qu'elle doit l'avoir apportée de quelque part. La scène coupe le réveil de Shironeko et elle attaque Setsu. Elle remarque alors qu'elle est chez elle et Minako explique que Setsu l'a trouvée inconsciente et qu'il l'a ramenée avec lui. Setsu demande à Shironeko de jouer avec lui et Shironeko remercie Setsu. Setsu déclare alors qu'il comprend sa situation et qu'il sait qu'elle fait des travaux dangereux pour le bien de sa sœur. Setsu l'informe alors que ce n'est pas une maladie et il utilise le sort de lumière pour montrer la malédiction à Shironeko. Il explique que Minako est sous une puissante malédiction et Léviathan pense qu'une malédiction aussi puissante ne peut être lancée que par Tuma. Shironeko demande alors à Setsu si Minako peut être sauvée et elle mentionne qu'elle fera tout pour la sauver. Setsu déclare qu'elle peut tout lui laisser et qu'il sauvera certainement sa sœur. Il dit ensuite à Minako que ce sera un peu désagréable et Minako déclare que cela ne la dérange pas. Setsu invoque alors une épée nommée Gluton et Shironeko lui demande ce que c'est. Setsu déclare que c'est son atout secret et il dit alors à Gluton de dévorer la malédiction. Minako souffre un peu de ce processus et Shironeko lui dit de s'accrocher. Kuroinu tente alors d'attaquer Setsu mais Shironeko intervient et elle prend l'attaque. Kuroinu lui dit alors qu'elle ne devrait pas protéger la cible qu'elle était censée assassiner et Setsu pense qu'il ne peut pas arrêter ce processus pour le moment. Léviathan attaque alors Kuroinu et Setsu lui demande si elle peut la prendre. Léviathan déclare qu'elle peut et elle combat ensuite Kuroinu. En voyant le pouvoir magique de Léviathan, Kuroinu se rend compte qu'elle doit être le dieu de la mer et elle déclare qu'elle ne pourra pas utiliser tout son pouvoir sur Terre. Kuroinu fait alors des clones d'elle-même et elle entoure Léviathan. Elle part ensuite pour une attaque et Léviathan élimine tous ses clones avec une seule attaque et elle bat ensuite Kuroinu avec sa prochaine attaque. Elle demande ensuite à Kuroinu ce que cherche Tuma et elle mentionne qu'elle épargnera sa vie si elle répond honnêtement. Shironeko demande alors à Kuroinu pourquoi elle fait quelque chose comme ça et Kuroinu déclare qu'elle devrait simplement se taire car elle n'est qu'un avorton pathétique qui ne peut pas exécuter un simple ordre. Kuroinu mentionne ensuite que le but de Tuma est de devenir un dieu et de détruire toutes les espèces du monde et qu'ils sont ses fidèles pions. Léviathan déclare qu'un simple humain ne peut pas devenir un dieu et Kuroinu mentionne que personne d'autre que Tuma ne peut le faire et elle s'échappe ensuite en utilisant une bombe éclair. Shironeko remarque alors que Minako a récupéré et Setsu remarque que ce collier est le même que celui que Dezu avait. Il pense que Tuma est un boulot total pour essayer de devenir un dieu et il pense qu'il devra l'arrêter s'il essaie de détruire le monde. La scène passe ensuite à Léviathan et Setsu voyageant dans un bateau et Léviathan déclare qu'elle pensait qu'il allait enfin passer une bonne nuit de sommeil, mais la nuit dernière s'est également transformée en un gros gâchis. Elle pense que maintenant il doit vraiment rencontrer le roi des bêtes et Setsu pense qu'il n'a jamais pensé qu'il pourrait se battre à nouveau à ses côtés. Setsu remarque alors que Shironeko et Minako les attendent devant et il dit au chauffeur d'arrêter le bateau. Shironeko déclare qu'ils vont se battre à leur côté et Minako mentionne qu'ils se révéleront utiles au combat. Il mentionne que Setsu devrait emmener un homme bête avec eux s'il se rend dans la capitale et Shironeko déclare qu'elle doit également le remercier d'avoir sauvé Minako. Elle déclare qu'elle veut également parler à nouveau à Kuroinu et Setsu leur demande s'ils sont sûrs car ils vont avoir un combat difficile devant eux. Les filles sont d'accord et Setsu les accueille sur le bateau et elles continuent leur voyage vers la capitale. L'histoire continue dans le passé et nous voyons que Setsu a un duel avec la fille du roi des bêtes nommée Roa. Il demande à Roa si c'est le mieux qu'elle puisse faire et Roa déclare qu'elle n'acceptera pas Setsu comme son maître tant qu'il ne l'aura pas vaincu. Setsu mentionne qu'il n'a jamais dit qu'il allait être son maître et il demande à Roa de faire un geste. Roa hésite à attaquer Setsu mais elle parvient à rassembler son courage et elle attaque Setsu. La scène passe ensuite au présent et dans la capitale royale de Regdom, les hommes bêtes débattent pour savoir s'ils doivent envahir le royaume des humains et des démons ou s'ils doivent simplement protéger les hommes bêtes d'eux. La discussion se transforme en conflit et le roi des bêtes sent alors quelque chose.
Sa fille Roa le sent aussi et elle quitte la pièce. On voit alors que Setsu est arrivé dans la capitale, mais les gardes refusent de le laisser entrer car ils ne peuvent pas le reconnaître. Ils mentionnent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à un humain en temps de guerre et ils lui demandent de partir. Shiraneko et Minako déclarent que Setsu était leur futur maître et ils demandent aux gardes de le laisser entrer mais les gardes ne les laissent toujours pas entrer. Setsu pense alors qu'il va peut-être sauter à l'intérieur comme la dernière fois et il remarque alors que Roa tombe du ciel. Elle atterrit sur les gardes et elle sent Setsu et elle pense qu'il n'y a pas d'erreur sur cette odeur et elle déclare qu'elle a raté Setsu. Elle tente alors une attaque sournoise sur lui et Setsu la fait tomber. Elle pense que Setsu est forte comme toujours et elle mentionne que c'est ce qu'elle attend de son futur maître. Setsu déclare qu'il n'a jamais accepté d'être son maître et Shiraneko et Minako se demandent si elle est vraiment la fille du roi des bêtes. Léviathan déclare qu'elle l'est et il se dirige ensuite vers l'intérieur. Roa déclare qu'elle s'inquiétait pour Setsu car il avait disparu depuis 5 ans et elle se demande ce qui lui a pris si longtemps pour venir la voir. Setsu déclare qu'il s'est passé beaucoup de choses et il caresse ensuite Roa. Minako mentionne qu'il ne devrait pas faire cela en public et Léviathan pense que peu de choses ont changé au cours des 5 dernières années. Le roi Rogulu salue alors Setsu et Setsu jette le roi au sol. Rogulu pense que Setsu est fort comme toujours et c'est ce qu'il attend du héros avec qui il s'est battu. Setsu jette alors un coup d'œil à la salle du trône et il pense que Rogulu n'a pas beaucoup changé non plus. Rogulu remarque alors que Setsu a l'air assez différent mais son odeur est exactement la même. La scène passe ensuite à tout le monde dans la salle du trône et Rogulu déclare qu'il devrait avoir un festin mais avant cela, il devrait avoir un duel. Setsu mentionne que cela semble amusant, mais en ce moment, il a des affaires urgentes à discuter. Rogulu se demande s'il s'agit de la guerre et Setsu déclare que c'est le cas et que Thomas est vivant. Il mentionne que Thomas complote pour tuer tout le monde et Rogulu déclare que lui et sa nation de Zudrago ne peuvent pas rester les bras croisés après avoir entendu cela. Rogulu essaie d'aller avec Setsu pour combattre la guerre mais Setsu déclare que Rogulu devrait rester ici pour fournir une sauvegarde au cas où quelque chose se passerait ici. Roa déclare alors qu'elle devra partir à la place et Rogulu mentionne qu'elle sera la meilleure remplaçante pour lui en termes de pouvoir. Un homme arrive alors là-bas et il empêche Roa d'aller avec Setsu. Il mentionne que les humains et les démons sont leurs ennemis et étant donné la situation de guerre, ils ne peuvent épargner aucune main-d'œuvre pour les autres nations. L'homme se présente alors comme le commandant de l'armée de Zudrago, Rogwa, et il déclare qu'il est le fiancé de Roa. Roa refuse et Rogulu déclare que Rogwa a raison mais il fait confiance au héros Setsu. Rogwa mentionne que le héros a disparu depuis 5 ans et qu'ils ne peuvent pas être certains qu'il est toujours de leur côté. Certains des hommes bêtes sont d'accord avec Rogwa et Rogulu déclare ensuite qu'ils ne peuvent régler cette affaire qu'en duel. Rogulu déclare qu'il officiera ce duel et que le vainqueur sera fiancé à Roa. Rogwa mentionne qu'il attendra Setsu dans l'arène demain à midi et il part ensuite. Plus tard, le roi s'excuse auprès de Setsu et il mentionne qu'il aurait été difficile de convaincre les hommes bêtes d'une autre manière. Roa déclare alors que Setsu est le seul maître pour elle et elle lui demande de l'aider à convaincre Rogwa. La scène passe ensuite à la nuit et Roa rend visite à Rogwa. Elle lui dit que Setsu était à un tout autre niveau que lui et Rogwa mentionne qu'il le sait car il est lui-même un guerrier mais en tant qu'homme, il y a des moments où il ne peut pas reculer. Rogwa mentionne alors qu'il a une chance de gagner et il montre à Roa une rune qui lui a été donnée par un mage oriental. Il explique que cette rune peut convertir sa volonté en force et il sait que le roi des bêtes n'approuverait pas de telles méthodes, mais si c'est ce qu'il faut pour protéger Roa, il n'hésitera pas à sacrifier sa fierté ou sa vie. Roa part alors et elle pense que même à un moment comme celui-ci, Rogwa ne la regarde toujours pas et c'est pourquoi elle n'est jamais tombée amoureuse de lui. La scène passe ensuite à l'heure du duel et toute la foule applaudit Rogwa. Setsu pense que c'est devenu comme un festival et Roa lui souhaite bonne chance. Rogulu mentionne ensuite que le match se terminera lorsque l'un des combattants ne pourra plus se battre et qu'il commencera le duel. Rogwa charge Setsu et il l'attaque avec ses griffes mais Setsu esquive. Rogwa l'attaque alors avec sa griffe volante et Setsu dévie l'attaque. Rogwa est surpris de la différence de force et Setsu dit à Rogwa d'utiliser toute sa puissance. Rogwa se transforme alors en sa forme de bête et Setsu soulève Rogwa et il le jette. Les spectateurs n'en croient pas leurs yeux et Setsu déclare que Rogwa devrait se rendre. Il mentionne qu'il est inutile de continuer plus loin et il déclare qu'il ne veut plus blesser la fierté de Rogwa S. Beastman. Rogwa refuse de se rendre et il pense qu'il ne peut pas perdre ici et il utilise le pouvoir de la rune pour devenir plus fort. Léviathan remarque qu'il s'agit de la malédiction de Thomas et Rogwa attaque alors Setsu. Le roi ordonne alors à ses soldats d'évacuer le public et Setsu pense que gagner autant de force grâce à une malédiction mettrait beaucoup de stress sur le corps. Léviathan donne alors son épée à Setsu et Setsu pense qu'il doit calmer Rogwa.
Rogwa charge alors vers Setsu et Setsu lui coupe le bras mais il repousse immédiatement. Roa demande alors à Rogwa d'arrêter et elle mentionne que le duel est annulé mais Rogwa ne peut pas l'écouter. Setsu dit à Roa de ne pas être négligente et il mentionne que la malédiction pourrait lui être transmise si elle ne fait pas attention. Roa déclare ensuite que le moins qu'elle puisse faire pour Rogwa est de l'achever par elle-même et Setsu mentionne qu'il existe un moyen de le sauver sans le tuer. Il déclare qu'il a un plan mais qu'il sera sans défense lors de son exécution et Roa mentionne qu'elle le protégera. Setsu essaie alors d'invoquer Gluton mais avant qu'il ne le fasse, Thomas y apparaît avec une magie de projection et il déclare qu'il ne peut pas laisser un faible comme celui-ci déranger Setsu. Il décapite Rogwa et il mentionne que cela fait longtemps qu'il n'a pas vu Setsu. Il déclare qu'il a toujours cru que Setsu reviendrait et qu'il est heureux de le revoir. Roa demande alors à Thomas s'il est celui qui a amené Rogwa à faire cela et Setsu l'empêche d'approcher la projection de Thomas. Thomas essaie alors d'attaquer Roa mais Setsu intervient et Thomas ne peut pas croire que Setsu pointerait son épée sur lui pour une femme humble. Il déclare que Setsu a promis de le protéger, mais encore une fois, il protège quelqu'un d'autre, mais même ainsi, il va rendre Setsu heureux. Il déclare qu'il détruira tout le monde dans le monde et que lorsque le monde sera complètement rangé, lui et Setsu vivront tranquillement leur vie de Dieu. Setsu mentionne qu'il ne se soucie pas de ce que Thomas a prévu, mais s'il va blesser des innocents, il le réduira à nouveau. Thomas déclare alors que l'invasion du continent démoniaque par Destina a déjà commencé et qu'il ne peut pas remonter dans le temps pour les arrêter. Il se demande si Setsu peut protéger tout le monde et il mentionne que cette fois, il gagnera Setsu. La projection de Thomas disparaît alors et la scène passe à Regulus s'excusant auprès de Setsu d'avoir approuvé ce duel. Setsu déclare que ce n'était pas sa faute et il mentionne qu'ils peuvent devenir sentimentaux plus tard, mais pour l'instant, ils doivent se diriger vers le royaume démoniaque et arrêter Thomas. Regulus déclare que Setsu avait raison et il mentionne qu'il organisera un navire pour Setsu. Il déclare que l'armée de Zudrago se préparera et suivra dès que possible et Setsu mentionne qu'il comptera sur lui. Setsu rencontre alors Roa dans l'arène et il lui demande si elle va bien. Elle déclare qu'elle va bien et elle mentionne qu'ils peuvent devenir sentimentaux plus tard, mais pour le moment, ils doivent s'occuper d'autre chose. Setsu déclare qu'elle a raison et ils partent ensuite. L'histoire continue 10 ans dans le passé, et nous voyons que Setsu et Thomas sont convoqués dans un autre monde pour la première fois. Les gens autour d'eux ont mentionné que l'invocation avait réussi et que les dieux avaient envoyé des héros pour sauver Destinia. Le roi leur dit qu'ils vont être les sauveurs de cette nation, et Setsu dit à tout le monde d'arrêter de dire des bêtises, et il déclare qu'il n'a jamais accepté d'être un héros. Il mentionne qu'ils sont juste tombés ici sans aucune idée de ce qui se passe, et qu'ils ne devraient pas laisser tomber leurs problèmes sur eux. Le roi lui demande alors son nom et Setsu se présente. La scène passe ensuite à l'entraînement de Setsu, et Thomas lui demande comment il peut rester si calme après avoir été plongé dans un monde foiré comme celui-ci. Setsu déclare que ce monde a des monstres, des démons et d'autres types de bêtes, et qu'ils doivent être forts pour se protéger. Thomas déclare qu'il ne peut pas penser comme ça, et il mentionne qu'il a peur d'aller en guerre dans ce monde étranger. Setsu déclare que se plaindre ne changera rien à cela car ils sont déjà là, et Thomas mentionne qu'il n'est pas juste pour eux de risquer leur vie en combattant la guerre de quelqu'un d'autre. Setsu déclare qu'il le sait, mais cela ne justifie pas qu'ils ne fassent rien à ce sujet. Setsu mentionne ensuite qu'ils devraient faire de leur mieux pour survivre puisqu'ils sont dans le même état et il déclare qu'il est sûr que les choses iront bien tant qu'ils resteront en vie. Plus tard, Setsu déclare qu'ils devraient tous les deux mettre fin à cette guerre, et Thomas pense que c'est impossible. Il déclare qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour arrêter une guerre en cours, et il mentionne qu'il n'est pas fort comme Setsu. Setsu déclare qu'ils ne sauront pas si c'est possible tant qu'ils n'auront pas essayé, et il mentionne qu'ils ne se sont rencontrés que depuis leur arrivée dans ce monde, donc d'une certaine manière, ils sont comme des frères de la même ville natale. Il mentionne qu'il protégera Thomas, et ils promettent alors d'arrêter la guerre. La scène passe ensuite à Setsu se préparant à quitter le château, et il mentionne qu'il est devenu assez fort, mais qu'il devra voir le monde de ses propres yeux pour arrêter la guerre. Thomas déclare qu'il a toujours peur, mais il s'entraînera dur et deviendra assez fort pour arrêter la guerre. Ils promettent alors de se revoir une fois qu'ils seront devenus de vrais héros, et Setsu rejoint alors Elkut et les autres, et ils partent en voyage. D'autres passent alors, et Thomas reçoit le titre de chevalier pour ses réalisations au combat. Il reçoit le Silver Hero honorifique et accepte le titre. Plus tard, les soldats sous ses ordres le félicitent d'avoir été fait chevalier et mentionnent qu'il deviendra bientôt général. Thomas déclare qu'il est encore trop tôt pour cela, et il pense alors qu'il s'est rapproché de sa promesse et de celle de Setsu, et il pense qu'il peut mettre fin à cette guerre s'il continue à se renforcer, à la fois personnellement et politiquement. Il déclare ensuite qu'il ira de l'avant pour réaliser son rêve, et il demande à ses soldats s'ils sont prêts à mourir pour lui.
Les soldats déclarent qu'ils le sont, puis ils partent pour le champ de bataille. La scène passe ensuite à une bataille en cours, et Touma et ses soldats entrent dans un temple. Touma dit à ses soldats de ne laisser personne s'échapper, car s'ils le font, ce seront eux qui mourront ensuite. Touma tue alors tout le monde à l'intérieur du temple, et il se demande ce qu'est cet endroit. Il remarque une statue sans tête inscrite au milieu, puis il remarque des prêtres qui essaient de se cacher. Ils se rendent et ils mendient pour leur vie, mais Touma ne les épargne pas, et l'un de ses soldats l'informe alors que le temple a été vidé. Touma lui dit de réorganiser les survivants et de partir immédiatement, et il entend alors une voix lui disant qu'elle peut voir à l'intérieur de son cœur. Touma essaie de l'ignorer, mais la voix continue, et elle mentionne qu'elle peut voir ses désirs les plus profonds, et qu'elle les exaucera pour lui. Cela pique l'intérêt de Touma, et Touma pense à son véritable désir tout en se souvenant de Setsu. La voix dit alors à Touma de saisir le collier et la statue pour réaliser ses désirs, et Touma s'en empare. La scène passe ensuite à Touma sur un autre champ de bataille, et nous voyons que tous ses soldats sont morts. Il se souvient de son temps avec les soldats et pense qu'il doit combattre plus d'ennemis et réaliser ses rêves. Un messager arrive alors là-bas, et il mentionne qu'une trêve a été appelée au nom de la paix. Il déclare que toutes les forces doivent cesser les hostilités, et il mentionne que la délégation des dirigeants qui signeront le traité passera bientôt par cette zone. Il déclare que leur prochaine mission est d'assurer leur sécurité, et Touma remarque que Setsu est également assis parmi la délégation des dirigeants. Setsu remarque également Touma, et Touma se demande ce que Setsu faisait ici. Ensuite, les dirigeants signent le traité de paix et Glan dévoile le monument pour commémorer cette paix, et il espère que cela durera une éternité. Tout le monde célèbre alors la fin de la guerre, et Touma vient alors parler avec Setsu. Il mentionne que Setsu était incroyable pour mettre fin à cette guerre, et Setsu déclare qu'il est juste allé à différents endroits et a fait ce qu'il voulait. Il mentionne que ce n'était rien de spécial, et Touma déclare qu'il n'aurait jamais pu faire quelque chose comme ça. Setsu mentionne que Touma est également devenu une personne importante maintenant, et Touma essaie de lui dire que c'était la seule façon de tenir leurs promesses, mais il est interrompu par Elket et les autres. Ils invitent Setsu à la fête, et Setsu quitte Touma pour y aller. Touma arrête alors Setsu, et il mentionne qu'il est également allé dans différents endroits de ce monde, et dans un temple, on lui a dit que son souhait pouvait être exaucé. Il demande ensuite à Setsu s'il aimerait retourner dans leur ancien monde avec lui, et il déclare qu'il a trouvé un moyen de revenir en arrière. Setsu déclare qu'il ne veut pas y retourner, et il mentionne qu'il y a beaucoup plus d'endroits à voir dans ce monde depuis la fin de la guerre, et il déclare qu'il peut enfin commencer son heureuse aventure dans un autre monde. Cela énerve Touma, et il se demande pourquoi Setsu lui dirait quelque chose comme ça. La voix du bijou du collier demande alors à Touma s'il est désespéré, et Touma pense que Setsu ne peut plus le quitter. Il mentionne qu'il comprend tout maintenant, et il déclare qu'il détruira tout ce qui se met en travers de leur chemin. Il déclare qu'il détruira les humains, les démons et les hommes bêtes, puis Setsu reviendra à ce qu'il était. Il mentionne que Setsu doit faire attention à lui et à lui seul, puis il attaque Setsu et Setsu se défend. Ils échangent alors des coups entre eux, et Touma déclare qu'il tuera les personnes qui tentent de séduire Setsu. Il mentionne que le monde n'a besoin de personne d'autre que d'eux, et la collision de leur prochaine attaque crée une énorme poussée d'énergie qui les fait disparaître tous les deux. La scène passe ensuite à Touma au temple où il a trouvé le collier, et il pense qu'aucun de ses souhaits ne s'est jamais réalisé. Il pense alors qu'il se sent fatigué maintenant, et il déclare qu'il était seul jusqu'à la toute fin. La gemme montre alors à Touma des personnes qui font l'objet d'expériences, et il remarque que les expériences qu'elles traversent sont brutales. Nous voyons que Korenu et Amel sont également dans cette installation, et ils souffrent également des expériences qui leur sont faites. Ils pensent tous qu'ils ne peuvent plus endurer d'expériences, et ils pensent qu'un jour ils vont s'échapper de cet endroit. Ils se demandent s'il n'y a pas de place pour eux pour vivre dans ce monde, et ils pensent que s'ils n'étaient pas autorisés à vivre ou à mourir dans ce monde, il aurait été préférable qu'ils ne soient jamais nés du tout. En voyant tout cela, Touma n'arrive pas à croire qu'il existe d'autres personnes comme lui dans ce monde, et il pense qu'il va tous les sauver. Ensuite, Touma attaque le bâtiment où ils sont retenus captifs, et les scientifiques s'enfuient en laissant les sujets de test derrière eux. Touma démolit alors le bâtiment, et il dit aux sujets de test qu'ils sont maintenant tout libres. Il leur demande de se joindre à lui pour détruire ce monde plein de désespoir, et ils se joignent tous à lui. Il déclare qu'ils ont tous été rejetés par ce monde et qu'ensemble, ils le changeront pour le mieux. L'histoire revient alors au présent, et Touma déclare que ses blessures sont complètement guéries. Il demande à ses camarades s'ils sont prêts à devenir des dieux de ce monde, et nous voyons que Touma est prêt pour une guerre avec une grande flotte de navires. L'histoire continue avec les navires d'Estinian qui se dirigent vers le continent des démons,
et tout le monde est anxieux à propos de la bataille à venir. On voit que les étudiants convoqués de l'autre monde participent également à cette guerre, et ils sont accompagnés de Glenn et des autres. Un soldat déclare alors qu'ils approcheront de l'enceinte, et le général dit aux soldats que cette guerre est sur ordre de leur grand roi, et qu'ils devraient enseigner aux démons le vrai pouvoir des humains. Tia déclare alors qu'elle peut sentir une trace du pouvoir magique de Tuma, et il ne fait aucun doute qu'il est sur ce continent. Elle déclare que leur véritable ennemi n'est pas la nation démoniaque, c'est Tuma, et Glenn déclare que le général et les autres sont agacés, et même s'ils essayaient de leur dire que Tuma est derrière tout cela, ils les traiteraient probablement comme des espions. Elka déclare qu'ils vont juste commencer une guerre inutile à ce rythme, et Glenn se demande s'ils ont entendu quoi que ce soit de Setsu. Yui déclare que Setsu fait probablement de son mieux pour arrêter cette guerre, et elle se souvient du moment où Setsu lui a parlé de son passé. Elle se souvient que Setsu a promis de mettre fin à cette guerre, et elle dit à Glenn et aux autres qu'elle croit en Setsu. Elka déclare alors que tout ce qu'ils peuvent faire est de gagner du temps jusqu'à l'arrivée de Setsu, et Tia dit à Yui qu'ils doivent éviter autant que possible les pertes dans cette guerre. Elle mentionne que Yui devrait croire en elle-même, et ils promettent tous alors de regagner la paix qu'il avait autrefois. La scène passe ensuite aux soldats embarquant sur des bateaux, et ils débarquent ensuite sur le continent démoniaque. La guerre commence dès qu'ils atterrissent et les démons commencent à lancer leurs sorts sur les humains. Glenn dit à son groupe qu'ils vont faire le tour du flanc et frapper l'ennemi. Le général dit alors aux mages humains de commencer à tirer, et les mages humains lancent leurs sorts magiques pour abattre le mur fortifiant les défenses du démon. Les démons essaient de protéger leur mur de fortification, mais ils échouent après de nombreuses volées de sorts des humains, et les humains abattent le mur. Les humains envahissent alors le camp des démons, et Glenn se dirige ensuite vers le camp par le flanc. Tia dit aux étudiants convoqués de l'autre monde de ne pas poursuivre les ennemis blessés, et Elka déclare qu'ils attendront que l'ennemi concentre son attention sur le front, puis chargeront en une seule fois. Les élèves comprennent et Elka charge alors d'attaquer les démons. Les étudiants ne savent pas ce qu'ils doivent faire, car c'est la première fois qu'ils combattent dans une guerre, et ils pensent alors qu'ils n'ont pas le choix, car il s'agit d'une situation de tuer ou d'être tué, et ils quittent le combat. L'une des filles est laissée pour compte et elle demande à tout le monde de ne pas la quitter, et un soldat démon l'attaque alors. Yui vient alors là-bas et elle sauve la fille en utilisant la magie du feu. La fille s'excuse auprès de Yui pour avoir espacé, et Yui déclare qu'elle n'a pas besoin de s'excuser car elle peut comprendre qu'elle doit avoir peur, et elle lui demande de ne pas trop se pousser. Les démons essaient alors de battre en retraite en remarquant qu'ils perdent la guerre, et Yui remarque alors que certains de leurs camarades de classe sont sur le point de tuer un démon. Elle les arrête, et elle mentionne que le combat est terminé puisque le démon ne peut plus bouger. Son camarade de classe déclare que c'est la guerre, et ici ils tuent ou se font tuer. Yui lui dit alors que c'est mal de tuer quelqu'un qui a été blessé et ne peut pas se battre, et tout le monde entend alors une voix disant que c'est assez noble de sa part, mais ils doivent s'en tuer ou cela arrivera. Quelques soldats magiques y apparaissent alors, et en les voyant, Yui pense que ce sont les choses qui les ont attaqués lorsqu'ils sont venus dans ce monde. Elise y apparaît alors également, et elle commence à tuer les humains. Voyant cela, les démons se demandent s'ils ont des renforts, et les soldats magiques commencent alors à attaquer les démons. Glenn et son équipe travaillent ensemble pour éliminer les soldats magiques, et ils remarquent que les soldats magiques ont des gens à l'intérieur d'eux. Melior vient alors là-bas, et voyant Elise, Tia et les autres se demandent ce qu'elle fait ici. Melior n'arrive pas à croire qu'ils se connaissent, et elle pense qu'ils ont dû être ensemble à la fête de Setsa. Elka demande à Melior ce qu'elle a fait à Elise, et Melior déclare qu'elle l'a transformée en poupée parce qu'elle était puissante. Elle déclare qu'elle va également en faire toutes ses marionnettes, et qu'elle formera une fête de marionnettes en les utilisant, puis elles pourront rester ensemble pour toujours. Cela met Elka en colère, et elle entre pour attaquer Melior, mais elle est arrêtée par Elise. Elka essaie de ramener Elise à ses sens, mais cela ne sert à rien, et Melior éclabousse alors son sang autour d'elle. Glenn se demande ce qu'elle essaie de faire, et Tia déclare que ce n'est pas du sang ordinaire, c'est un pouvoir magique concentré, et elle pense que Melior doit être le maître des monstres. Melior se présente alors à eux et son sang commence à prendre forme. Son sang se transforme alors en monstre, et ils attaquent Glenn et son groupe. Glenn et les autres parviennent à vaincre facilement deux des monstres, et Melior ordonne alors aux soldats et monstres magiques restants de les attaquer. Tia s'occupe des soldats magiques avec sa magie, et elle parvient également à éliminer l'un des monstres de Melior. Yuli parvient également à vaincre l'un des monstres de Melior, et elle remercie tout le monde de l'avoir attendu, et Tia demande à Melior ce qu'elle va faire maintenant que tous ces monstres sont partis. Melior déclare alors qu'il est injuste qu'il soit si fort sans prendre de drogue ni avoir de modification, et elle envoie ensuite Elise pour les tuer.
Glenn abat Elise, et Elka attaque ensuite Melior, et elle perce son organe magique. Cela laisse Melior au bord de la mort, et Elka déclare que c'est le prix qu'elle doit payer pour jouer avec la vie des gens. Melior pense alors qu'elle ne peut pas encore mourir, et elle se lève. Elka se demande comment cela est possible alors qu'elle vient de percer son organe magique, et Tia remarque que le pouvoir magique de Melior augmente. Melior explique ensuite que son corps a été modifié et qu'elle a un poumon, un cœur et un organe magique supplémentaire. Elle déclare qu'elle a été créée comme une arme à travers de nombreuses expériences et qu'elle va se venger du monde en le détruisant. Elle mentionne que Thomas est celle qui l'a libérée de ce destin et qu'elle se battra pour lui. Elle utilise ensuite un sort appelé Limit Break pour briser ses limites, et elle invoque une chimère. Elle s'intègre ensuite à la chimère et Tia déclare qu'elle utilise sa force vitale pour alimenter son pouvoir magique. Melior essaie alors d'attaquer tout le monde avec sa chimère, mais tout le monde esquive ses attaques, et la chimère utilise alors une attaque respiratoire. Tia et Yui protègent tout le monde avec une barrière, mais il manque de magie et la chimère se prépare à une autre attaque respiratoire. Elise tue ensuite Melior par derrière et elle se souvient des moments amusants qu'ils ont passés ensemble. Elle se souvient comment ils vivaient ensemble, et pendant un court moment, elle était heureuse d'être la sœur aînée d'Amel. Amel pleure aussi en se souvenant de ses moments de plaisir avec Elise, puis elle se transforme en pierre avec la chimère. La scène passe ensuite à Elka guérissant Elise, et elle mentionne qu'elle est heureuse de voir qu'Elise va bien. Tia déclare qu'elle ne s'attendait pas à ce que Melior soit si puissant, et elle pense qu'ils ont besoin d'une pause après un combat comme celui-là. Une main sombre apparaît alors hors de la rivière, et nous voyons que Kagero est arrivé là-bas. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils ont réussi à vaincre Melior, et les autres pensent qu'il a l'air fort, mais ils n'ont pas la force de combattre quelqu'un comme lui en ce moment. Yui déclare qu'elle va combattre Kagero, et Tia suggère que Yui devrait prendre du recul car Kagero semble vraiment fort. Yui déclare que Setsa se battrait également s'il était à sa place, et Glenn pense qu'il devrait laisser cela à Yui, car elle est en bien meilleure forme de combat qu'eux. Tia déclare que Glenn a raison et qu'il devrait se concentrer sur la sauvegarde. Elka dit alors à Yui de tout lui donner, et Yui déclare qu'elle le fera. Yui et Kagero se préparent alors pour leur combat, et ils remarquent alors que Setsa descend d'en haut. Yui est content de le voir, et Setsa déclare que Yui a bien fait, et il lui demande de lui laisser le reste. L'histoire continue et les vassaux du roi des bêtes l'informent qu'ils sont prêts à envoyer leurs forces dans le royaume démoniaque. Rogulu lui dit d'envoyer de l'aide immédiatement et ses autres serviteurs lui demandent ce qui va arriver à Éclair si une autre guerre éclate. Rogulu mentionne qu'ils n'ont pas à s'en soucier car Setsu était déjà en route et il s'occupera de tout. La scène passe alors à l'arrivée de Setsu sur le champ de bataille et Yui est heureuse de le voir et elle le serre dans ses bras. Elle déclare qu'il lui a manqué et Setsu lui dit de se calmer. Yui déclare alors qu'elle s'est laissée emporter et Setsu s'excuse de l'avoir fait attendre. Yui devient alors une chaise et elle demande à Setsu de s'asseoir sur elle et elle mentionne qu'Elka lui a appris cela. Setsu lui dit qu'il n'a pas besoin d'un autre personnage masochiste et il a rencontré Néon qu'ils poursuivront leur discussion plus tard. Il demande alors à Elka et aux autres de prendre du recul et il s'excuse auprès de Kajru de l'avoir fait attendre. Kajru déclare qu'il voulait une revanche avec Setsu et Setsu le reconnaît comme l'homme masqué qu'il a combattu au château du Seigneur Démon. Kajru déclare qu'il est honoré que le héros se soit souvenu de lui, mais il est différent de cette époque. Setsu prend alors une position de combat et Yui et Tia érigent une barrière pour se protéger. Kajru demande alors à Setsu pourquoi il se soucie des faibles et il mentionne que les gens derrière Setsu doivent être comme des insectes de son point de vue. Il se demande s'il plaît à Setsu de s'occuper des faibles et Setsu déclare qu'il se fout de la force ou du plaisir et qu'il les protège parce qu'ils sont précieux pour lui. Kajru déclare ensuite que pouvoir faire respecter leur volonté est un privilège que seuls les forts ont et qu'il doit détruire le monde pour cela. Setsu déclare qu'il va protéger ce monde et il va attaquer Kajru. La scène passe ensuite à Koronu combattant certains des soldats de l'armée démoniaque et humaine et les soldats n'ont aucune chance contre elle. Shironeko et Minako viennent alors là-bas et déclarent que c'est bon de revoir Koronu. Shironeko déclare qu'ils savent que Koronu n'est pas une mauvaise personne et elle mentionne qu'ils n'auront pas besoin de se battre si elle peut simplement leur dire ce qui se passe. Koronu mentionne qu'elle n'a rien à leur dire et elle les attaque. Shironeko bloque l'attaque et elle mentionne qu'ils n'ont d'autre choix que de se battre alors. Les frères et sœurs Sha déclarent alors qu'ils vont se protéger les uns les autres et Koronu les attaque alors et ils s'engagent dans un combat rapproché. Koronu blesse alors Minako et Shironeko et les frères et sœurs Sha renversent Koronu avec une attaque combinée. Ils pensent que le combat est terminé et Koronu utilise alors des tentacules de son dos pour attraper Minako. Elle mentionne qu'elle ne peut plus regarder leur fausse fraternité et qu'elle les tuera toutes les deux en même temps. Koronu utilise ensuite Limit Break pour améliorer ses pouvoirs et elle attaque Shironeko.
Shironeko se lève alors et les frères et sœurs Sha fusionnent pour augmenter leur pouvoir. Il mentionne qu'il s'agit de leur pouvoir secret et Koronu déclare que la fusion de deux animaux errants inutiles ne fera aucune différence et elle remarque que les pouvoirs des frères et sœurs Sha ont traversé le toit. Koronu attaque ensuite les frères et sœurs Sha et les frères et sœurs Sha utilisent leur attaque de bête du vent pour la contrer. L'attaque des frères et sœurs Sha s'avère plus puissante et cela fait tomber Koronu. Koronu déclare qu'elle ne peut pas abandonner pour le moment et si elle le fait, elle ne pourra pas les affronter. Elle tente une dernière attaque désespérée mais les frères et sœurs Sha la battent. Koronu mentionne ensuite qu'il est révoltant de voir des sœurs si proches et Shironeko se demande si Koronu a également eu des frères et sœurs une fois. Koronu meurt alors et Shironeko déclare qu'il devrait partir d'ici car cette bataille n'est pas encore terminée. La scène passe alors à un autre front de bataille et l'un des sbires de Touma fait face à l'armée des démons. L'armée de démons essaie de l'attaquer mais leur attaque ne peut pas pénétrer son corps et le serviteur déclare que ces types d'attaques ne pourront pas le blesser. Le minion se présente alors comme Verto et il invite tout le monde à l'attaquer. Roa vient alors là-bas et elle frappe Verto et elle l'envoie voler. Les soldats sont surpris de voir Roa là-bas et elle mentionne que Zudredo l'a envoyé là-bas pour les aider. Elle déclare qu'ils peuvent reculer maintenant et Verto déclare qu'il était impoli de sa part de le frapper soudainement. Il la reconnaît comme la fille du roi des bêtes et il mentionne que son coup de poing était bon, mais si c'était le meilleur qu'elle avait, elle ne pourrait pas le vaincre. Roa déclare que Verto est dur comme du fer, donc sa masse musculaire ne doit pas être régulière et elle mentionne qu'ils doivent être en fer et elle l'appelle un monstre. Verto déclare qu'il a été créé par des humains et que son corps est le résultat d'années de torture et d'expérimentation, mais cela l'a rendu fort et il a été sauvé par Touma. Roa déclare ensuite que Touma essaie de détruire le monde sur la base d'une illusion et Verto mentionne qu'il n'y a rien de mal à cela car les forts peuvent faire ce qu'ils veulent. Il déclare que c'était la même chose pour Ruga et cela met Roa en colère. Elle attaque Verto et elle déclare qu'il n'a pas le droit de parler de Ruga car il ne le connaissait pas. Elle déclare qu'elle commençait à avoir pitié de lui pour les expériences qu'il a dû subir, mais maintenant elle sait qu'il est aussi foiré dans la tête. Roa se présente alors et elle déclare qu'elle va l'écraser pour avoir joué avec la fierté des hommes bêtes. Elle déclare qu'elle va continuer à le frapper jusqu'à ce qu'il se brise et Verto déclare que les idiots sont mignons mais qu'il doit la tuer maintenant. Verto entoure alors Roa de sable de fer et il mentionne que son véritable pouvoir est de contrôler la forme ou la taille de ce corps. Il convertit alors son corps en boule de fer et il attaque Roa de tous les côtés. Il se demande alors si elle est déjà morte et il déclare qu'avoir de la fierté n'a pas de sens et il essaie de partir. Roa l'arrête et elle mentionne qu'il n'y a rien de plus important que d'être fier de protéger ce qui est important. Elle déclare qu'elle est prête à risquer sa vie pour protéger cette fierté et elle charge alors directement Verto et elle le frappe. Verto pense qu'il a entendu des histoires selon lesquelles ceux de la lignée du roi des bêtes peuvent brûler leur vie pour abattre leurs ennemis avec eux et il durcit encore plus son corps. Roa continue alors de frapper Verto et elle est enfin capable de percer son armure cardiaque. Verto déclare que son corps ne peut pas perdre face à une brute qui n'arrête pas de parler de fierté et il utilise ensuite des pointes pour attaquer Roa. Roa casse les pointes et elle perce le corps de Verto. Elle déclare que la fierté d'un homme bête est plus dure que toute autre chose et elle tombe. Vertos utilise alors le dernier de ses forces pour guérir Roa et il déclare que regarder un imbécile comme elle lui a donné envie de faire quelque chose de stupide lui-même. Verto tombe alors et Roa se demande pourquoi quelqu'un comme lui sert Touma. Verto déclare que personne d'autre n'accepterait un monstre comme lui et il mentionne qu'il aime juste les mecs chauds. Il déclare que Roa et sa fierté insensée devraient vivre et Roa mentionne qu'elle portera sa fierté avec la sienne. La scène passe ensuite à Setsu combattant Kagero et ils se croisent tous les deux. Kagero utilise alors sa pointe d'ombre pour immobiliser Setsu et Setsu rompt son sort pour se défendre. Setsu déclare que Kagero sait peut-être maintenant qu'il ne peut pas le battre et qu'il devrait simplement abandonner et appeler Touma. Kagero utilise ensuite l'Imi Break pour dépasser ses limites et il déclare que c'est son véritable pouvoir appelé le Skia Amour. Il déclare qu'il est prêt à risquer sa vie pour vaincre Setsu et Setsu l'attaque alors. Mais son attaque n'a aucun effet et Kagero déclare que cette armure d'ombre absorbe toute l'énergie. Kagero attaque ensuite Setsu et Setsu déclare qu'il va couper à travers l'armure de protection de Kagero. Setsu utilise alors une puissante attaque nommée Flying Sword Setsu et cela parvient à percer l'armure de Kagero. Setsu déclare ensuite que Kagero devrait se rendre là où il va mourir et Kagero mentionne qu'il n'aura aucun but à sa vie s'il perd. Il déclare que Setsu ne le comprendra jamais car il vit dans la lumière et il mentionne qu'ils n'ont été créés que pour se battre et que le champ de bataille est l'endroit où ils prospèrent. Il déclare que leur seul salut est de résister à ce monde jusqu'à leurs derniers instants et charge vers Setsu. Setsu l'attaque alors et cela bat Kagero. Kagero le remercie alors pour une merveilleuse bataille finale et la scène change pour que Touma découvre que tous ses sbires sont morts.
Il mentionne qu'il est temps pour la finale et il se dirige vers le château du Seigneur Démon. Setsu remarque alors l'énergie de Toma provenant du château du Seigneur Démon et il pense qu'il est temps pour la bataille finale. L'histoire continue avec Léviathan arrivant au château du Seigneur Démon et elle demande à Deza si elle va bien. Deza déclare qu'elle va bien et que les 3 forces magiques puissantes sur le champ de bataille ont disparu. Elle pense qu'il était probablement les sbires de Toma et elle déclare que le cours de la bataille va maintenant changer en leur faveur. Léviathan pense que cela doit signifier que Setsu est arrivé à temps et Toma vient alors là-bas. Et il mentionne que rien ne va changer parce qu'il est ici. Toma déclare alors qu'il leur apprendra ce qu'est le désespoir, et il leur dit de résister à tout ce qu'ils veulent. La scène passe ensuite à Setsu arrivant au château du Seigneur Démon, et il remarque que Toma a entendu Deza et Léviathan. Toma mentionne qu'il savait que Setsu viendrait, mais cela le rend toujours jaloux de le voir se présenter. Setsu attaque alors Toma et Toma se défend. Setsu déclare qu'il ne sert plus à rien de parler, et Toma mentionne qu'ils peuvent parler autant qu'ils veulent quand le monde est détruit et qu'ils sont les seuls qui restent. Setsu attaque alors Toma, et il verrouille les épées. Toma attaque ensuite Setsu avec une lance lumineuse, et Setsu dévie l'attaque, et voyant la destruction causée par celle-ci, Léviathan et Deza pensent qu'ils sont à un tout autre niveau. Toma déclare alors qu'il devrait se battre pour de vrai maintenant, et il attaque Setsu avec plusieurs lances lumineuses, et Setsu les contre avec son épée volante Zetsu. Toma utilise ensuite le même mouvement sur Setsu, et cela blesse Setsu. Toma pense que Setsu a perdu le contact, et Setsu désarme alors Toma, et il jette son épée. Il a ensuite une bagarre avec Toma, et il blesse Toma dans le combat. Toma pense qu'il a baissé sa garde, et il pense qu'aucun d'eux ne veut faire traîner ça, alors il devrait accélérer le rythme. Toma utilise ensuite la magie pour transformer son épée en arme à feu, et il l'utilise pour attaquer Setsu. Setsu esquive l'attaque, et l'attaque détruit une montagne au loin. Setsu pense qu'il ne peut pas laisser Toma tirer ce truc partout, et il donne un coup de pied à Toma. Toma continue alors de tirer sur Setsu, et Setsu continue d'esquiver ses attaques. Voyant que ses attaques n'entrent pas en contact, Toma transforme son arme en mitrailleuse, et il essaie de frapper Setsu, et Setsu se défend avec une barrière magique. Setsu invoque alors son épée gluton, et il dévore les balles magiques tirées par Toma à l'aide de l'épée. Setsu rassemble alors son énergie et tire 2 épées volantes Setsu sur Toma. Toma déclare alors que l'épée de Setsu est une nuisance, et les amis de Setsu arrivent alors sur les lieux de la bataille. Setsu est heureux de voir qu'ils sont tous en sécurité, et il demande à Toma de se rendre. Toma se souvient alors de ses souvenirs avec Setsu et de la promesse que Setsu lui a faite, puis il se met sous tension. Setsu pense que ce pouvoir ne vient pas de Toma, et il pense que ce doit être le pouvoir de la gemme que Toma avait. Toma déclare alors qu'il devrait tout régler une fois pour toutes, et il déclare qu'il montrera à Setsu le pouvoir qu'il peut gagner en sacrifiant sa vie. Léviathan pense qu'elle n'a jamais vu un tel pouvoir, et Toma utilise alors l'Imi Break pour améliorer ses pouvoirs. Il déclare qu'il devrait mettre fin à cela et qu'il devrait empêcher le désespoir de se propager davantage à travers ce monde. La scène passe ensuite à Toma et Setsu dans une bataille houleuse, et Toma se demande si courir est tout ce que Setsu peut faire en ce moment. Toma continue d'attaquer Setsu, et Setsu continue d'esquiver, et il pense qu'il ne peut pas se rapprocher de Toma comme ça. Elka se demande alors comment quelqu'un est censé se battre dans cette situation, et Glan pense qu'ils ne peuvent même pas compter sur Toma à court de munitions. Toma essaie alors d'attaquer les amis de Setsu, et Setsu absorbe l'attaque avec son épée, et ses amis se défendent des tirs dispersés en utilisant une barrière. Setsu attaque alors Toma pour créer un écran de fumée, et il utilise son épée volante en tir rapide. Toma ne peut pas se défendre contre cette attaque, et Setsu coupe alors Toma et Toma tombe. Toma se souvient alors des moments qu'il a partagés avec Setsu, et sa vie défile devant ses yeux. Toma pense qu'il ne peut pas perdre pour le moment, et il se met encore plus sous tension, et son arme évolue également. Toma attaque alors Setsu, et Setsu se défend avec une barrière, mais la barrière n'est pas assez puissante, et l'attaque frappe Setsu. Toma pense alors qu'il a vaincu Setsu, et Setsu est incapable de se relever. Toma pense alors qu'il avait raison et que ce monde doit être détruit. Setsu se lève alors, et il mentionne que Toma est devenu plus fort, mais il ne pourra pas le vaincre tant qu'il n'aura pas retrouvé les choses qui étaient importantes pour lui. Setsu utilise alors la magie dimensionnelle, et Toma ne peut pas croire que Setsu a encore la force de le faire. Setsu utilise alors une attaque appelée Heurtiter, et l'attaque engloutit Toma. Toma pense qu'il ne veut pas encore mourir, et il pense que Setsu le tuerait car il a promis de le protéger. Les attaques engloutissent alors complètement Toma, et Toma pense que tout ce qu'il a toujours voulu était d'être aux côtés de Setsu. La scène passe ensuite à Setsu aux côtés de Toma, et Toma ouvre les yeux. Toma se demande pourquoi il est toujours en vie, et Setsu déclare que s'en tuer n'a jamais été son objectif. Il mentionne qu'il voulait juste ramener Toma à ses sens, alors il a pris un pari,
et il a laissé son épée dévorer la malédiction qui lui avait été jetée. Il mentionne qu'il a promis qu'il protégerait Thomas, et Thomas n'arrive pas à croire que Setsu essaie de tenir sa promesse même après tout ce qu'il a fait. Setsu déclare ensuite que Thomas peut passer sa vie à expier les choses qu'il a faites, et il mentionne qu'il ne laissera pas Thomas emprunter la voie de la facilité. Thomas déclare alors qu'il savait qu'il ne serait pas capable de vaincre Setsu, et les amis de Setsu viennent alors voir s'il va bien. Setsu déclare qu'il vole et il pense que nettoyer ce gâchis prendra beaucoup de travail. La scène passe ensuite à Setsu rencontrant Thomas en prison avec les dirigeants des autres nations, et il mentionne qu'ils ont décidé ce qu'ils vont faire de lui. Thomas pense que c'était plus rapide qu'il ne le pensait, et Setsu déclare que comme punition, Thomas va utiliser tous ses pouvoirs pour lancer un sort de transfert afin de renvoyer tous ses camarades de classe dans leur monde d'origine. Thomas n'arrive pas à croire que c'est ça, et dessus déclare qu'après avoir perdu sa magie, Thomas sera juste un humain ordinaire. Elle pense qu'il ne pourra rien faire de mal, et Rogulu mentionne qu'en voyant son expression, il ne semble pas que Thomas ait l'intention de faire quelque chose de mal. Setsu déclare que Thomas devrait quitter ce monde avec les autres, et il mentionne qu'il comptera sur Thomas pour cela. Dessus déclare que Thomas devrait remercier Setsu d'avoir négocié ce résultat, et Thomas ne peut pas croire que Setsu essaie toujours de tenir sa promesse envers lui. La scène passe ensuite à Thomas utilisant sa magie pour ouvrir un portail vers son monde d'origine, et Elka déclare que les étudiants peuvent maintenant retourner dans leur monde d'origine. Cela les rend heureux et Setsu leur souhaite à tous adieu. Plus tard, Setsu demande à Thomas s'il est sûr de ne pas vouloir retourner dans son monde d'origine, et Thomas mentionne que sa véritable expiation va commencer maintenant. Il déclare qu'il partira en voyage pour voir ce monde de ses propres yeux et réfléchira à ce qu'il peut faire pour lui, tout comme Setsu. Ils ont ensuite mentionné qu'ils se reverraient, et la scène passe à Setsu sur le point de partir pour son voyage pour voir ce monde. Elka déclare qu'elle veut aussi aller avec lui, mais Tia mentionne qu'elle ne peut pas car ils ont trop de paperasse d'après-guerre à s'occuper. Elka déclare alors qu'elle ne veut plus être chevalier, et Yui vient là-bas, et elle remercie Setsu de l'avoir attendu. Setsu mentionne que cela va être un voyage sans but, et il se demande si Yui est certaine qu'elle veut le rejoindre. Yui déclare qu'elle l'est, et ils quittent ensuite le royaume après avoir fait leurs adieux à tout le monde. Tia se demande si Elka est sûre de laisser Setsu partir, et Elka déclare qu'elle se contentera d'être simplement une chaise pour lui. La scène passe ensuite à Setsu rencontrant Léviathan, et il lui demande si les mers sont sûres. Léviathan déclare qu'ils le sont, et une pieuvre attaque alors un navire en mer, et Léviathan essaie de l'arrêter, mais elle est vaincue par lui, et elle demande à Setsu de l'aider. Plus tard, Setsu se rend sur le continent des démons et rencontre Dezu. Setsu déclare que le continent démon semble bien se remettre, et Dezu mentionne que les dégâts seront bientôt réparés, et elle déclare que Ruri se porte également très bien dans sa boutique. Nous voyons que Ruri vend des anneaux de poulpe frits, et ils se vendent comme des fous. Dezu est heureuse d'avoir fourni à Ruri le meilleur emplacement pour sa boutique pour la remercier d'avoir livré sa broche, et la scène passe ensuite à Setsu visitant le continent des hommes bêtes, et il y rencontre Shironeko, Minako et Roa. Roa est maintenant le commandant de l'armée de Zodredo, et Shironeko et Minako sont commandants adjoints et deuxième commandant adjoint. Roa déclare qu'ils s'entraîneront dur tous les trois et qu'un jour ils vaincront Setsu. La scène passe ensuite à Setsu s'aventurant dans le monde, et il déclare que le monde est encore plein de choses sympas à voir, et cela marque la fin de l'anime. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.